Marc et salut les Smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, plusieurs fois par semaine, ici on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et consorts. Nous sommes là pour l'émission du SmackDown du 5 juin 2020. Je suis Raphaël et je suis accompagné non pas d'un, mais de deux camarades, car ce show était énorme, too big for two chroniqueurs. Je suis avec les deux mémoires vivantes de la WWE, les deux ancêtres, l'Under Tonton et Papy. Oh. Comment ça va les vieux? Bonjour. Ouais. This is awesome. On est This là. is awesome. On est là, on est au taquet. Quelle Salut ambiance. Raphaël, yeah. Salut peuple de catcheur. Salut le petit Salut Raphaël. Papy. Salut les anciens. Bah, salut Papy, c'est notre première review Eh ensemble. oui. How do you do? Fine, and you? Real fine. Real fine, parfait. Et puis bah, l'ami Tonton Chris qui est là pour nous chapeauter, donc c'est formidable. Toutes les générations, tous les âges, bon, pas tous les genres, malheureusement, il nous manque encore une woman referee, une intervenante, mais on cherche. N'hésitez pas si vous en connaissez autour de vous. Faites-vous connaître, puisque oui. vous voyez, hein, Chris, Papy, finalement, sont des petits nouveaux dans l'histoire de Catch-Up. Chris, bon, ça commence à faire un petit moment, mais il n'était pas là au tout début. Et Papy, voilà, il débute à peine sa carrière. Voilà, il vient de monter. Son Allez, premier SmackDown, c'est son baptême du feu avec le monde merveilleux du show bleu. Le flip. Voilà, il a été call-up par Vince et le voici à SmackDown. Il bouffe à tous les râteliers. Voilà. Bah, j'ai mis un pied dans l'ouverture de la porte et puis maintenant c'est fini. Hein. Ah ben là, il va rester un petit moment. Est-ce que vous êtes prêts? Alors déjà, on va commencer par souffler les petites bougies puisque l'ami Chris, tu nous fais remarquer qu'on fait cette analyse le 6 juin 2020 et donc c'est une date un peu historique. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos amis fans de catch et de catch-up qu'est-ce qui s'est passé le 6 juin il y a 4 ans, c'est ça? Tout à fait, Raphaël, yeah, tout à fait. Et bah écoute, c'est simple, la chaîne Catch-Up a ouvert avec des premiers épisodes à partir d'avril et a été référencée officiellement par YouTube, puisque là on parle bien de Catch-Up YouTube, a été référencé officiellement, actif depuis le 6 juin 2016. On est à quasi 150 000 vues, 913 abonnés et grimpe encore. Extraordinaire. Et, alors au niveau des vidéos, je n'ai pas réussi à... Je crois qu'on est à un truc comme 558 vidéos produites. Donc Wow. Gros travail, donc félicitations pour ce boulot monstrueux là, de tout le monde depuis 4 ans. Quoi. Et on les citera à la fin, on en parlera un peu à la fin si tu veux. Mais voilà, c'est un joyeux anniversaire, c'est un happy birthday. Voilà. Joyeux anniversaire à Catch-Up YouTube et on continue comme ça, on va faire grimper les stats. Si vous n'êtes pas abonné, bah vous êtes le prochain. Voilà. C'est toi. C'est toi. Oui, même toi là-bas au fond, je te vois, c'est toi. Et ben c'est parti pour ce SmackDown. Alors là, on démarre sur des affaires sérieuses. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'est notre bon ami Ringside qui s'était occupé tout seul de cette soirée tragique avec donc l'affaire Jeff Hardy. Elias retrouvé blessé, une voiture sur un parking. Jeff Hardy inconscient, visiblement sous l'emprise de l'alcool. Ça nous avait foutu un bordel monstre qu'on n'avait pas du tout pronostiqué dans ces tournois de titre intercontinental. AJ Styles a pris son ticket direct pour la finale. Daniel Bryan a dit non, je préfère me battre contre des mecs. Et finalement, il s'est battu contre Sheamus, mais il est quand même en finale. Bref, Jeff Hardy arrive sur le ring. C'est lui qui commence cette soirée. Il remercie la WWE et la Fox de lui laisser l'occasion de s'exprimer. Donc il raconte sa version des faits de vendredi. Lui, il est arrivé sur le parking du Performance Center, il s'est garé, tout content, tout excité, pop, il fredonnait une petite musique, il a pris son sac, son Tupperware, sa gourde, et là, il a eu l'impression, il a senti qu'on lui a donné un énorme coup sur l'arrière du crâne. Il est tombé inconscient, et quand il s'est réveillé, il était embarqué par les flics, il lui posait des questions, il comprenait pas trop ce qui se passait, et on lui avait versé de l'alcool dessus, expliqué ça, et il était un peu... Donc il explique, voilà, et ça lui a rappelé ces heures sombres à Jeff Hardy de l'époque où il se réveillait avec mal à la tête et les odeurs d'alcool. Et c'était dur pour lui là, de devoir se justifier, d'expliquer un peu à sa famille, encore une fois, pourquoi il était embarqué dans tout ça. Mais il y a un témoin dans cette histoire, et le témoin affirme qu'il a vu la personne qui sortait de la voiture de Jeff Hardy, celle qui avait percuté Elias, donc a priori, et cette personne avait les cheveux roux et la barbe rousse. Donc,
Eh ben, Jeff Hardy, c'est pour ça sûrement qu'il a été relâché par la police vendredi soir dernier. Et évidemment, le suspect principal numéro 1 devient Sheamus. Sheamus qui débarque et qui recuse ses accusations. Il dit non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça c'est bien toi, Jeff Hardy. Toujours une bonne excuse, toujours la faute sur quelqu'un d'autre. T'assumes jamais tes erreurs. Si t'étais un homme, tu dirais à tout le monde que c'est toi qui a fait tout ça. Mais t'es pas un homme, t'es qu'un drogué, t'es juste un junkie. Alors ça plaît pas du tout à Jeff Hardy qui se précipite, mais il va se manger très rapidement un brogue kick de Sheamus qui le projette ensuite dans les parois en plastique, là, dans les parois anti-Covid. Et donc Sheamus finit tout content de sa soirée, visiblement, debout sur le corps d'un Jeff Hardy, encore une fois inconscient, mais là c'est pas l'alcool, c'est pas les bouteilles en verre, c'est les coups de l'Irlandais. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? Est-ce qu'on peut croire ce témoin invisible? Est-ce que vous pensez que c'est Sheamus qui a eu l'intelligence de manigancer tout ça? Papy, est-ce que l'honneur de Jeff Hardy est lavé ou est-ce qu'il a pris une bonne branlée là? Bah, jusqu'à présent, Jeff Hardy, il se lave surtout dans l'alcool, j'ai l'impression. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne méthode pour lui, hein, pour qu'il apprenne à conduire droit. Non, en fait, en tout cas, j'espère pas que ça sera Sheamus parce que sinon ça serait vraiment, créer comment dire? Une histoire, une enquête pour au final arriver à mettre face à face 2 mecs qui étaient déjà face à face, quoi. Donc bon, je l'espère pas. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que la semaine dernière, ils avaient dit que le mec avait les cheveux noirs, le mec qui s'était enfui de la voiture? Ou j'ai peut-être rêvé ça? Bah, J'ai bref, pas les souvenir. témoins oculaires qui ont oculé Ah, quelque des chose, mais qu'on médicaments, sait pas trop qui c'est, qu'ils allaient oculer ailleurs et puis voilà quoi, non, ouais, en tout cas, j'espère pas que c'est Sheamus. Voilà ma conclusion. Mmh. Et toi, Chris? Oh, je suis pas passionné par toute cette histoire, donc ça m'a pas, on peut pas dire que ça m'a fait grimper au plafond cette affaire d'opener là. Mmh. Voilà, j'avais déjà dit la semaine dernière là avec Jeff Hardy, mais bon, moi je me suis rassuré juste en me disant que de toute manière là ils vont s'affronter à Backlash puisque le match a été officialisé, et que dans le ring, par contre, ouais, pourquoi pas, donc bon, écoute, je sais pas, c'est marrant, je suis hyper ennuyé parce que c'est une rivalité de vétérans. Mais il manque un truc, quoi. Il y a, je sais pas, il manque un Du catch? truc ouais, bah ouais. Si tout simplement c'était ça. Il manque du wrestling dans cette affaire. Voilà. Ouais, plus que du wrestling. Ouais, moi je suis d'accord avec vous qui avez pas l'air à fond passionné. On retombe Non. un petit peu dans l'enthousiasme de suite, mais ouais, j'ai vraiment pas trop aimé le segment d'ouverture du dernier SmackDown de la semaine dernière. Vraiment trop long, j'ai trouvé. Et c'est vrai que souvent dans la WWE, bon, on est quand même, il y a souvent un toit de enfin voilà, il y a un truc qui fait que un plot twist, pardon, qui fait que voilà, c'est pas celui qu'on soupçonnait qui est le vrai coupable. On l'a vu pour l'histoire, voilà, NXT là, l'agression d'Alistair Black, en fait c'était Gargano, etc. Bah, ouais, si vraiment c'est en fait j'ai eu l'impression qu'ils nous ont voulu nous créer un truc énorme la semaine dernière avec un accident de voiture et tout. Pour finalement une semaine après, bon bah ok, quelqu'un a vu un gars aux cheveux roux, donc ben c'est Sheamus quoi. C'est un peu comme toute l'histoire qu'il y avait eu sur l'agression de Roman Reigns, que bah finalement c'était Rowan et c'était un peu pourri, c'était celui Toujours que les tout le roues, monde. hein. Je sais pas C'est pourquoi, mais Ouais, c'est il y a un toujours les truc, roues en avec les plus. roues. C'est vrai, t'as raison, j'avais pas fait le rapprochement, mais ouais, en plus, ça n'apporte rien à une feud puisqu'ils sont déjà en feud. Et puis, bah, dis donc, si Sheamus il écrase en voiture un de ses collègues et il accuse de meurtre un autre juste pour le titre intercontinental, mais il faut arrêter cet homme de suite parce que c'est très grave quand même. D'ailleurs, C'est très grave. C'est un peu flippant. pourquoi la police n'était pas là? Pourquoi Sheamus n'est pas reparti en menottes? Ça aurait pu. Et puis il nous aurait dit very white lives matter, un truc comme ça. Parce qu'il est Oui, très très beau. very, very white. Ouais, very, very white. Bon, allez, ça nous passionne pas alors. On n'en jette plus, on passe à la suite. Ouais. Qui nous Est-ce que, passionnera. est-ce que la suite vous passionnera plus? Parce que Aïe. Otis et Mandy Rose arrivent et Otis Oula! a la bonne idée de voler la couronne de King Corbin qui a trouvé là sur une chaise avec le manteau de fourrure. Et Corbin, il est vraiment pas content. Il est vraiment, il est vraiment pas bon acteur, j'ai trouvé, quand il est arrivé là. Oh non, ma couronne!
Oh zut alors! Oh mais voilà, mes flûtes, déjà mon vélo et puis ma couronne et hop, donc toujours il prend un mec qui est tout à fait innocent, qui a rien vu en lui disant, «Dis donc toi, qui c'est qui a volé ma couronne?» Alors, bon ça tombe bien parce que le match contre Otis était déjà booké, donc c'est même pas un début de FUD puisque c'était déjà bref. Baron Corbin affronte Otis, c'est passionnant, c'est fascinant. Otis commence très fort là, il fait une corde à linge qui envoie Corbin dehors une première fois, Corbin remonte sur le ring, il lui fait le coup une deuxième fois. Mais Corbin pousse Otis sur le poteau, boum, à l'extérieur, donc il reprend un peu l'avantage, il domine, et quand Corbin domine, on sait tous que c'est pas très passionnant. Et à un moment donné, on se retrouve dehors, un peu dans le coin, et King Corbin, il en a marre, il se met à prendre une chaise de métal, et il tape sur Otis, donc ça c'est pas bien du tout. L'arbitre signe la disqualification. Non, pas plus loin dans ce match qui n'allait pas à grande... Enfin, qui n'allait nulle part, et du coup, bon, on revient sur le ring, même si le match est fini. Otis évite le coup de chaise, il arrive lui à reprendre le dessus, il passe son caterpillar, il fait le worm, ça descend du coude, et il est très content, il célèbre avec Mandy Rose, et Corbin roule à l'extérieur, il est dégoûté, et on est parti encore sur une fête de prestige. Tonton Chris, est-ce que Corbin versus Otis, t'as envie de voir ça là dans les semaines à venir tu as Alors, envie de voir une guerre mon Raphaël, tu me connais bien, donc Ouais. tu imagines tout à fait ma tête devant ce segment, et devant ce match, et devant ce truc. Alors, Otis, moi, quand même, j'attends les arguments de ceux qui sont fans, hein, dans le sens, mais cet homme est quand même le détenteur de la mallette, quoi. C'est Mr. Money in the Bank. Et voilà, et donc c'est Otis. Vraiment, quand même, quand je regarde la liste des Just Made the List des vainqueurs de MITB, j'ai un peu mal à mon catch quand même. Voilà, moi je vous le dis clairement, voilà, j'ai un peu mal. Alors là, en plus, on a un Corbin avec. Donc là, on a un Otis Corbin, et là, je dis... Et Mandy. Ah non, mais la jouissance est absolue. Là, mon SmackDown a démarré là, sur les chapeaux de roue. L'opener, je suis déjà un petit peu un Neutorv. Et là, j'enchaîne avec un Otis versus Baron Corbin, avec Otis qui a été piqué la couronne. Kingboard Corbin. Ah non, mais les gars, écoutez, non, franchement, là, je pensais que ce 6 juin 2020 allait être un review Havre de Paix, une fête avec les poteaux de catch-up, et on se retrouve à commenter un SmackDown où il y a un match Otis versus Baron Corbin. Voilà, j'ai donné tous mes arguments. Papy, est-ce que tu... je sais pas moi qui vais relever le niveau à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement ils ont voulu faire la fête à catch-up, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. C'était dans la lignée du segment d'ouverture, c'était pas intéressant. Effectivement, les deux là, leur acting et leur in-ring étaient pas folichon. Je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que j'ai remarqué que Otis n'avait plus aucun élément vestimentaire rappelant son équipe, Davey Machinery. Là, c'est Otis en solo maintenant. Donc, la mallette, j'ai même plus fait gaffe où elle est, la mallette. je sais même pas s'il l'avait. Je crois qu'il l'avait même pas, je crois. Bon, bref, Raphaël, as-tu relevé ce détail? Si, a priori, je crois que c'est Mandy Rose, oui, qui la porte, la mallette. Peut-être, oui. Mandy Rose, elle l'a portée avec elle, là, la mallette? D'accord, peut-être, ouais. Et comme moi, j'occupe aussi Mandy Rose, du coup, je la vois plus, la mallette. Ouais, pareil. Pareil, Mandy Rose n'existe pas pour moi non plus, donc du coup, voilà. Bah écoutez, moi j'ai bien vu il me semble bien qu'elle avait la mallette. Après, c'est sûr que bonne réflexion de Papy. Que fait Tucker? Où est-ce qu'il est? C'est étrange. Bon, en même temps, c'est normal qu'il s'efface un petit peu puisque Otis est le porteur de la mallette. Malheureusement, tonton Chris, il va falloir s'y faire. Mais ouais, moi l'acting m'a paru pas bon déjà. Alors bon, Corbin, il m'a pas vendu du rêve. Ah bah. Otis, je pense que Otis, il est très très lassant aussi dans son personnage. J'ai l'impression qu'il sait que dire des oh yeah, c'est-à-dire que quand il plonge dans la piscine, quand il trouve un morceau de tarte, quand il trouve une couronne sur une chaise, tout le temps sa réaction c'est oh yeah. On dirait un personnage de dessin animé un peu ringard. C'est un Pokémon en fait. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Mais non, puis enfin, je veux dire, dans le ring, ça ne nous promet rien de bon parce qu'on se doute bien que ça va pas s'arrêter là, cette FUD. Oh, tu crois? Puis en plus, j'ai envie de dire, tu disais Baron Corbin, il vend pas du rêve. Moi, j'ai envie de dire qu'il vend carrément du cauchemar. Hein. C'est un peu ça. Donc, si tu veux, donc là, une feud Otis versus Baron Corbin, ça relève du cauchemar. Et, les deux sont pas prêts pour tenir un match en plus. Hein. Donc, ouais. Non, mais là, il y a pas. Comment ce gars a pu obtenir le ticket du Money in the Bank? Je ne me l'expliquerai jamais.
avec le line-up qu'il y avait dans ce match. Ah, C'est possible? Comment c'est possible? Bon, alors pendant qu'on appelle l'infirmière pour humecter un petit peu le front de tonton Chris, on a l'habitude, hein, il y a un bouton, Une infirmière. Ça, il y a un bouton autisme on est in the bank spécial quand il commence à radoter là-dessus. Voilà, on lui envoie un petit peu d'eau dans sa perf à tonton Chris. Merci. Alors on passe à la suite. Un des fils rouges de ce show bleu, c'est, figurez-vous que à Backlash, Braun Strowman défend son titre universel contre le Miz et Morrison en handicap donc, et le Miz et Morrison ont décidé qu'ils allaient rendre la vie de Braun Strowman infernale. Et alors pour s'y prendre, ils ont une technique exceptionnelle. Ils sont sur le parking du Performance Center. Décidément, il se passe beaucoup de choses sur ce parking. Ils sont dans un van tout blanc avec des caméras de surveillance, des télécommandes, des micros. Enfin voilà, on se croirait dans ces films d'espionnage ou ces émissions de télé-réalité sur la police américaine. Et ils nous promettent qu'ils vont... voilà, en fait, ils nous disent d'abord qu'ils sont très énervés contre les fans, contre tout le monde qui les sous-estime. Braun Strowman aussi, ils disent tout le monde se fout de notre gueule. Ils imitent un peu les fans en disant voilà, on nous dit mais vous allez vous faire démonter par Braun Strowman, etc. Enfin, ils sont assez, ils l'ont mauvaise. Hein, ils considèrent qu'ils sont pas du tout bien traités. Donc ils disent bah écoutez, on assume tout. Ce que vous allez voir, on va faire des trucs de gros gamins, on va faire des trucs débiles, on va faire des trucs complètement cons. Mais c'est stratégique parce que un monstre énervé fera des erreurs. Alors déjà voilà le méchant qui explique toute sa stratégie, mais c'est pas grave. Et ça commence très très fort puisque Braun Strowman se gare sur son parking, va dans le Performance Center, passe à la cafette, dit bonjour au technicien, salut Gérard, ça va? Ouais, très bien. Il veut se servir de l'eau, je sais pas quoi, ces capsules de protéines a priori. Et tout d'un coup, dans sa bouteille, ça se met à mousser comme si on avait mis des Mentos dans un Coca-Cola. Et le Miz et Morrison sont morts de rire. Lol, la bonne blague. Décidément, la vie de Braun Strowman est un enfer sur Terre. The Fiend, t'as qu'à bien te tenir et prendre des leçons parce que là, tu as des vrais génies du mal. Papy, qu'est-ce que tu ferais, toi, si ta bouteille d'eau protéinée moussait comme ça? Est-ce que toi aussi tu serais énervé? Est-ce que ça t'a fait rire ce premier segment? Ah ouais, moi je serais en panique totale, hein, moi si jamais ma bouteille d'eau commence à mousser là. Je pense que La camomille, ouais. là la camomille, je la balancerai à l'autre bout de la pièce et puis je prendrai ma voiture puis hop, on rentre à la baraque quoi. C'est vraiment flippant, hein, comme truc. Non, t'as plus ton permis depuis 1986, papy, donc c'est plus possible ça. Ouais, mais je connais les petites routes où on n'est pas contrôlé, donc ça va. Le Nord est plein de ressources. Exactement, il y a plein de petites routes dans le Nord. Donc oui, voilà. Par contre, tu parlais de génie. Effectivement, moi, la première chose que je me suis dit en voyant la séquence, c'est je me suis dit: «Ce sont des génies». Moi, si jamais j'avais une rivalité à faire contre Strowman, le premier endroit où je me cacherais, ça serait dans une fourgonnette. Parce que connaissant Strowman, ça va forcément bien se finir, quoi. Donc ça, c'était la première réflexion que je me suis fait en les voyant. Et la deuxième réflexion, c'est que, bah, j'allais pas du tout accrocher à ces segments. C'est un espèce de mix entre, surprise, version Nickelodeon là, avec je sais pas, le Miz qui fait Marcel Béliveau, un truc du genre, mais j'ai pas accroché du tout en fait. C'était pas mon délire donc bah, comme tu disais, c'est un fil rouge, bah, ce fil rouge sera une longue douleur pour moi, tout au long du show. Ah là là là. J'ai Ouais, trouvé ça Chris, toi aussi? j'ai trouvé ça tout pérave. Moi, je suis déprimé en fait de voir John Morrison traité de cette manière, de se retrouver dans un truc. Déjà le handicap match, bon, à la base déjà je suis contre pour le titre de champion universel, merde. Voilà, ils ont même pas été foutus de trouver un challenger à SmackDown digne de ce nom face à Strowman quoi. Ça franchement, je trouve ça déjà assez laid. Et non, je n'ai absolument pas accroché du tout au fil rouge, malheureusement non plus. On va dire, on en parlera juste à la fin sur peut-être la démonstration de force, mais ça, on a l'habitude des démonstrations de force de Braun. Mais vraiment complètement déçu d'avoir ce truc-là, d'avoir une équipe qui pourrait être dans la Tactic Division et faire un peu autre chose. Et voire même les séparer, parce que dorénavant, moi, je verrais bien John Morrison tout seul. John Morrison, moi qui l'ai tellement suivi là, à Impact et en particulier à Lucha Underground, où il était bon au micro, il faisait des bons trucs avec des intrigues et tout ça, et là, il est mis dans un truc de comédie wrestling qui lui va pas. Alors que le Miz est certainement plus doué pour ça. Le Miz pourrait la même storyline avec le Miz tout seul, le Miz, ça passerait crème. Là, moi, je peux pas. Avec les deux, là, dans la bagnole, dans le van et tout, là, ça m'a saoulé. J'ai dit non, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est ça qu'ils nous vendent pour le titre universel, quoi. On parle du titre majeur de SmackDown, quoi. Voilà. Moi, j'ai un certain respect pour les ceintures, messieurs, moi. Mon temps, c'était pas comme ça, hein.
Et ouais, je trouve que c'est un manque de respect pour le titre universel. Qu'il en soit ainsi. Ah, ça, je peux partager votre analyse. Alors, ce que je vais faire, bon là, j'ai parlé de ce segment parce que c'était un peu l'intro et le début de cette histoire. Ensuite, on traitera un peu vers la fin, au moment du dénouement, je ferai un résumé de tout ce qui s'est passé sur ces petits gags. Yep. Ouais, moi, j'ai pas trop aimé comment dire, qui se prémunissent des critiques en disant là comme ça, ouais, ce que vous allez voir, c'est vraiment débile les gamins, mais en fait, on fait exprès. Je dis, bah non, là, assumez le truc, ne nous faites pas genre en espèce de mea culpa en nous disant d'avance que ça va être pourri. Et puis ouais, bah, comme vous dites, ça manquait de catch entre Jeff Hardy et Sheamus, mais là, ça manque aussi quand même beaucoup de catch. Braun Strowman, Ça manque de tout, quoi, là. on va- Pour moi, c'est un total package, là. En Ouais, mode pour les gosses, ça a négatif. peut-être marché. Hein. Peut-être que c'est la Fox vis-à-vis de leur public, c'est peut-être le genre de segment qui a marché. Enfin, je suis peut-être. pas, Ah, j'attends de voir les ratings derrière. Mais alors moi, par contre, j'étais pas le public. Clairement, je me suis pas senti concerné par le truc. Je suis trop pareil. vieux pour ces conneries. Sûrement. Ouais. Notons tout de même, moi je suis plus jeune, mais ça m'a pas emballé. Notons tout de même, je spoil d'avance le reste de l'émission. C'est la deuxième, c'est le deuxième SmackDown d'affilée où on voit Strowman venir au Performance Center, témoigner, se balader un petit peu, mais ne pas venir du tout sur le ring. Voilà. Donc il vient bosser, mais bah je sais pas, il vient Il fait que pointer. voilà, Sur- il doit soulever quelques haltères et puis voilà, puis Ouais, rentrer. Là. oui, il n'y a plus de place. Il bosse sur le parking, quoi. Voilà, quoi. Il a été. On lui a dit, non, tu prends trop de place, Braun. Là, il faut que tu te colles sur le parking. Ouais, écoutez, c'est pas Jojo, mais bon, peut-être que la suite de ce SmackDown va nous donner un peu plus de courage et de motivation. Oula. Soyons ambitieux, non? Allons-y. Ah bah oui, de l'ambition, de l'audace. Encore de l'audace. crois. De l'audace. Exactement. Eh bien, l'audace viendra-t-elle de cet homme que nous n'avions pas vu depuis des semaines, de cet homme qui vous manquait sûrement, de cet homme qui était parti dans les bas-fonds de SmackDown et qui ressort à la lueur d'une occasion. Cet homme, il intervient au moment où Kayla Braxton est en train d'interviewer Shorty G. Moi, je l'appelle Chad Gable. Hein. Je vous dis de suite, je n'aime pas du tout Shorty G, ce nom-là. Cet homme, donc, qui surgit du néant et qui nous apporte la lumière, c'est Mojo fucking Riley. Vous l'aviez oublié, vous désespériez de le revoir. Il avait promis qu'il serait en Il nous manquait. tag team avec Gronkowski, qu'il allait le porter, etc. Bon, bah, il nous dit direct, je suis un peu deg. Gronkowski, il a plus le 24/7 title. Et puis, bon, en plus, ce qu'il nous dit pas, c'est je suis un peu deg, il m'a laissé tomber, il est reparti faire du football américain. Bref, Mojo Riley, il en profite pour se foutre de la gueule de Shorty G en lui disant voilà, ton interview elle est cut short, voilà, elle est coupée, enfin c'est pas trop traduisible comme blague, excusez-moi, vous avez qu'à être bilingue. Et donc à la fin, Shorty G se fait tabasser par Cesaro, Nakamura et Mojo Riley, et le New Day arrive pour le sauver. Donc on aura plus tard en fin de soirée un tag team match avec New Day et Gable contre Cesaro, Nakamura et Mojo Riley. Alors bah voilà, petit mot pour commencer. Est-ce que Mojo Riley te manquait, tonton Chris, et surtout est-ce que tu pensais que c'était vraiment l'homme idéal pour compléter le trio avec Nakamura et Cesaro pour les wrestling artistes? Ah bah au moins lui, ouais, j'aurais choisi, quoi. Je pense au minimum syndical. Le premier mec en rentrant dans le vestiaire à SmackDown, j'aurais fait Instagram, Mojo Rawley. Ah ouais, je vais prendre toi pour aller avec Cesaro et Nakamura. Ok, le booker. Voilà. Écoute, il fallait relancer Mojo. Mojo est là. Mojo est face à Shorty G. Mojo me plaît pas, mais ça c'est pas une nouveauté. Et écoute, bon, du coup, trios match. Donc aujourd'hui, on va dire que comme on est en trios, spécial dédicace et que voilà, big up et voilà, c'est déjà ça. Mon papy, on n'a jamais eu l'occasion d'entendre ton avis sur Mojo Riley. Ah, moi, Mojo Rawley, je pense que c'est le vrai talent hein, de SmackDown, Mais oui, la pierre précieuse qui reste à polir, à beaucoup polir, le vraiment diamant beaucoup. brut. Voilà, il est très très brut. Brut, Il est voire très un peu raw. trop. Oui, un peu. Non, bon, non, mais alors, je vais être moins, comment dire, finalement, qui se rajoute à ce groupe-là, ça me choque pas trop parce que le groupe Cesaro Nakamura, ça tombe, c'est vraiment Ouais, non, de ça plus c'est en bien. plus bas de toute façon. Donc, Ah, à la mais ça, limite, ouais. plus tu creuses, plus tu as de chances de tomber sur Mojo, quoi. Donc, voilà, t'es tombé sur un truc, il y avait un truc dur au fond du jardin, tu te dis qu'est-ce que c'est? Bah, c'était Mojo là qui était enterré depuis perpète. Et bah, c'est bien, ils font du social, ils le récupèrent. Après, je pense que c'est surtout Cesaro qui fait du social, hein, parce que pour moi, Nakamura, il est pas plus intéressant que Mojo Rawley. Voilà, c'est dit. Oh, Oh,
C'est cadeau. Le coup bas, baoum, Nakamura, prends ça. Allez hop, le low blow sur le japonais, bah c'est Oh là là, oui, clairement, là, hein, début de feud entre Papy et Nakamura, là. Ouh, je dis Nakamura, réponse dans les commentaires sur YouTube. voilà. Voilà. Nakamura, défends-toi de ça. Mais effectivement, ça peut se défendre après. Bon, écoute, il y a quelques semaines, les deux artistes là, ils s'associent à Baron Corbin. Donc, est-ce qu'on monte en grade ou est-ce qu'on descend? Je ne sais pas, mais on racle les bas-fonds. De toute façon, moi, je commence à être un peu habitué. Hein. Mojo Rawley, ils nous font le coup tous les 6 mois. Hein. Il revient, il a un espèce de petit repackaging. Souvenez-vous, à une époque, il parlait à son reflet dans le miroir. Il fait 2-3 Oui. semaines. C'est vrai. Il fait 2-3 semaines et après, il repart. Donc, je pense pas qu'on va l'avoir pendant longtemps dans les pattes. Espérons. Mais on verra bien ce que ça donnera en fin de soirée. Avant de ça, une revanche. Une revanche d'un match qui avait fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière sur le Discord de Ketchup. Suivez-le, donnez votre avis. Lacey Evans affronte Sonya Deville. Voilà, les deux jeunes femmes sont en rivalité pour des questions de couleur capillaire. Sonya Deville considère que les blondes ne valent rien, donc Lacey Evans n'est pas contente puisqu'elle est blonde forcément. Voilà, donc elle dit voilà, Blonde Lives Matter, et c'est parti. La semaine dernière, elle s'était mise sur la gueule trop longtemps à l'extérieur du ring, ça avait fait double count-out. Et là, elles ont du temps d'antenne. Alors, je ne suis pas comme notre ami Amiral qui a tous les chronos, mais je pense que c'était un des plus longs matchs de la soirée. Déjà, dès qu'elle arrive, Sonya Deville, elle pousse Evans sur les marches avant que ça commence, donc elle lui fout un petit peu mal à l'épaule. Ensuite, une fois que la cloche a sonné, Lacey Evans domine longtemps. Il y a une prise qu'elle fait que j'aime bien. Là, elle est à l'extérieur du ring. Et puis elle fait une descente du coude. Là, elle saute, elle passe par-dessus les cordes, elle les enjambe et hop, descente du coude. Sonya Deville, à un moment donné, alors qu'on est dans les cordes, fait une roulade pour se dégager. Elle tombe sur l'arbitre qui s'est tordu la cheville du pied. Il est là, aïe, ouille, c'est fait mal. Et du coup, vite, il y a d'autres arbitres qui arrivent. Sonya Deville a dit, mais c'est une blague, on se fout de notre gueule. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Et on part à la pub, et il y a un nouvel arbitre, qui est d'ailleurs une nouvelle arbitre. Oui, c'est ça, c'est une arbitre féminine qui arrive. Ensuite, toujours sur l'arête du ring, Sonya Deville, elle arrive à faire tomber Lacey Evans sur le dos, sur la nuque, sur le sol à l'extérieur, donc ça fait mal. Ensuite, elle lui broie la tête sur les marches de l'escalier en métal, donc ça fait très très mal, mais Lacey Evans reprend le dessus. Elle tente un très beau moonsault, elle passe un très beau moonsault d'ailleurs, qui fera un near fall. Et tout d'un coup, mais du coup, vous n'avez pas pu le voir puisque vous considérez que Mandy Rose n'existe pas. Donc tout d'un coup, Il y a un écran flou. quelqu'un apparaît sur un écran flou apparaît sur le petit Ah ouais, tronc. c'était ça. Voilà, J'avais pas mes lunettes. C'était Mandy Rose en fait, qui dit un peu de la merde. Elle dit ouais, Sonya. Non, mais en fait, elle a pas tort parce que bon, la FUD était. Alors, elle dit de la merde ou elle a pas tort? Disons qu'elle dit voilà, Sonya Deville, t'avais promis de me blesser et j'attends toujours. Et c'est vrai que leur FUD c'est quand même un peu fini sur une victoire de Sonya Deville sur un roll-up, donc c'est quand même un peu cheap. Et C'était bien. C'était bien, peut-être, on va en discuter de suite. Enfin bref, on connaît la chanson, écran sur le titantron, la méchante est distraite, elle dit ouais, vas-y, arrête. Et puis quand elle se retourne, boum, les droits de la femme dans la tronche, woman right, et Lacey Evans gagne. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette qualité de match. Cet enthousiasme qui a éclaté dans le studio au moment où t'as dit ça. Lacey Evans gagne, et écoute, tonton Chris, tu gagnes la palme de moi l'enthousiasme, donc tu prends la main. Vous prenez la main. Je prends la main. Alors, c'était bon ça. C'était le meilleur moment pour moi depuis le début du SmackDown. Le Lacey Evans versus Sonya Deville. C'était court. C'était expéditif. Il y a effectivement eu un énorme flou sur le petit tronton, donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur la fin du match. Donc c'était vraiment un match segment parfait pour un vieux comme moi. Voilà, où limite je peux mettre les yeux presque en mode je suis en train de m'endormir tout doucement dans mon fauteuil. Et donc parfait pour la sieste comme segment. Donc voilà, donc j'ai apprécié. Merci Lacey Evans et merci Sonya Deville. Lacey Evans est une femme de droite et sa droite fait mal. Donc merci à elle pour ce moment de grâce de ce milieu de carte de SmackDown. Papy, toi, tu faisais la sieste ou t'étais à fond? Pouh là là, j'étais. Effectivement, vu le début du show, on était vraiment ultra chaud là, à ce moment-là, quoi, quand le match a démarré. Mais alors, ce que je pensais déjà du match la semaine dernière, c'est que quelque part, il faut qu'elle travaille un peu dans le ring, les deux filles. Donc à la limite,
pourquoi pas, c'est de la low card, qu'elles aient un match de temps en temps. Si les courses, c'est pas plus mal. Mais alors, et c'était bien, j'avais l'impression plus que notre amie Sonia Deville faisait un espèce de carrière solo un peu, c'était pas plus mal finalement. Et puis non, patatras, il faut que Mandy se souvienne qu'ils n'avaient pas fini leur rivalité comme il fallait, alors que pour moi elle était très bien, elle était finie, il fallait plus en parler, même l'oublier cette rivalité. Non, On non, bah l'avait non. déjà fait, on l'avait déjà oublié en fait. Ça, on Voilà, l'avait déjà et fait. puis bah non, retour en arrière. Je suis désappointé, fortement désappointé. Et puis bah sinon voilà, c'était pas foufou, mais si c'était pas foufou et que ça a amené les catcheuses vers quelque chose de bien par la suite, pourquoi pas, mais là en plus c'est pour régresser, donc ça fait vraiment mal, j'ai souffert. Oh bah dis donc. Bah écoute, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'ai trouvé que dans le ring c'était pas trop mal. Enfin, j'aime bien. Je trouve Je conteste pas ça forcément. Ouais. ouais, je trouve qu'elles ont émettent une certaine énergie. Je pense que tu as raison, Papy. Elles savent qu'elles ont besoin de temps de ring et d'antenne, notamment Sonia Deville qui est bien dans son personnage, je trouve. Lacey Evans, c'est peut-être un peu moins. Il y a un peu moins de saveur, mais bon, athlétiquement, j'aime bien certaines choses qu'elle fait. Après, oui, l'enrobage de tout ça, le fait qu'on reparte sur Mandy contre Sonia, très certainement, ça, c'est sûr qu'on retombe un peu dans. Voilà, on dirait qu'on est. Voilà, le trou noir nous réaspire à nouveau. Peut-être qu'à la place de Mandy Rose, vous voyez flou, mais on pourrait voir plutôt une espèce d'énorme trou noir, là, sans intérêt, qui aspire un petit peu tout ce qui est autour. Mais je pense que ces deux demoiselles ont du potentiel. D'ailleurs, bon, Lacey Evans a déjà fait quelques matchs sympas hein, contre Charlotte ou autre, mais bon, c'est à l'image un peu des filles à SmackDown, hein, mais c'est pas aussi bien exploité que ça pourrait l'être. Ça, c'est voilà. sûr. Et Ouais. au final, elles sont pas bien servies, quoi. Donc Non, ça. jeune demoiselle recherche une feud mortelle, quoi, et pas celle-là. Oh. Parce que franchement, le Lacey Evans de Sonia Deville, pour moi, elles sont pas gâtées parce que c'est là où je te rejoins, Raphaël, sur tes arguments sur le in-ring. Le match en lui-même n'était pas si dégueulasse. C'était court de toute façon, mais effectivement, les deux, elles sont capables. Lacey Evans, elle a déjà sorti des bonnes choses. On en avait déjà parlé à quelques occasions, comme le Extreme Rules ou des choses comme ça. Et elle est capable. J'ai pas tellement de soucis. Sonia Deville, pareil, elle est athlétique et tout. Mais Elle a de l'agressivité en plus. ouais, en C'est plus, elle a de intéressant. l'agressivité. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une qui se comporte avec le plus d'agressivité comme ça. Et c'est plutôt, ça pourrait être intéressant et on pourrait balancer ces filles-là vers d'autres choses et tout ça. Mais servi comme ça, là, non. Non. Les mêmes ingrédients, mais pas sur le même menu. Ouais, voilà. Allez, changeons la carte. Changeons la carte. En attendant, passons à la suite. Moment fort de symbole, symbolique, puisque Renee Young est au milieu du ring et elle attend d'interviewer les deux finalistes, alors non pas de Koh-Lanta, mais de titre Intercontinental Tournament, puisque Sami Zayn, etc., vous savez, il n'est pas là. AJ Styles et Daniel Bryan débarquent, ils s'affronteront donc à Backlash dans une dizaine de jours, une semaine et demie. Ils arrivent. Et Renee Young a dit on va commencer par Daniel Bryan et puis AJ Styles dit bah non on va commencer par moi, tiens ça serait mieux. Et il dit voilà, moi je sais déjà ce qui va se passer, tout ça, donc on va me reprocher d'avoir pris un peu la route rapide et d'avoir décidé de valider directement mon choix vers la finale. Franchement c'est quand même le choix le plus intelligent possible, en gros ce que dit Styles, hein. Si on peut éviter de se faire suer pendant un match et d'arriver direct en finale, c'est pas plus mal, ce qui peut se défendre. Daniel Bryan, il partage pas la même vision des choses. Il dit on n'a vraiment pas la même façon de voir ce que c'est un champion. Il dit moi, si je suis champion intercontinental, je vous promets. On dirait que Daniel Bryan, il pense que la ceinture va être gagnée par vote du public, hein, par élection. Oui, Sam. Il nous dit moi, si je suis champion, je défendrai cette ceinture toutes les semaines contre tout le monde parce que il faut donner une chance à tout le monde. Les plus grandes stars décorées comme les petites jeunes qui montent. Et puis moi, ce que je veux, c'est progresser moi-même, trouver mes limites, etc. Donc c'est en affrontant les autres que je le ferai. Et surtout, vous qui regardez chez vous, c'est pour vous que je veux faire ça, pour que vous allumiez la télé et que vous soyez surexcité chaque semaine en vous disant peut-être ce soir-là, ça va être mon favori qui va battre Daniel Bryan, etc. Donc il part dans un... voilà, Daniel Bryan, champion du peuple, champion du Le monde. changement, c'est maintenant. Voilà, champion de la planète. Ce à quoi Styles
Ouais, se fout un petit peu de sa gueule toujours. Lui, Styles, il dit là, bon, en gros, hein, les opportunités, ça doit se mériter. On va pas donner un title shot à n'importe quel con. On manquerait plus qu'on ait Apollo Crews champion, etc. Moi, je veux affronter des gens de temps en temps, mais qui l'auront bien mérité, qui seront passés par les critères, etc. Il est persuadé d'être le plus grand champion de tous les temps. Donc voilà, il met la barre assez haut. Et puis il dit, tiens, j'ai envie de faire un truc un peu surprenant pour briser un petit peu les codes, etc. Il est où Drew Gulak? Comment ça se fait que Drew Gulak il soit le manager de Daniel Bryan? Drew Gulak une fois, Drew Gulak d'une fois. Allez, viens, je te défie pour un match. Et Drew Gulak, il arrive, il débarque. Il se précipite sur Styles, il lui met sur la gueule avant même que tout ça commence. Et quand on revient après la pub, on a effectivement un affrontement entre AJ Styles et Drew Gulak. Ma foi, après disputé, où les deux hommes vont tenir la dragée haute, Gulak essayant plutôt des prises de soumission, des techniques un peu au sol, alors que Styles plutôt dans les kicks, dans les strikes. Et à un moment donné, AJ Styles, il est en train de placer le Style Clash, il regarde Daniel Bryan d'un petit air coquin en lui disant et ça lui coûte la victoire, puisque Drew Gulak fait un espèce de saut périlleux, enfin il passe par-dessus AJ Styles, il arrive à coincer un pinfall, 1, 2, 3, victoire de Drew Gulak. Daniel Bryan est très content, Drew Gulak est très content, et AJ Styles est hyper furieux. Et voilà, il est. Comment peut-il digérer ça à une semaine à peine de son affrontement contre Daniel Bryan? Qu'est-ce que t'en as pensé, Papy, à la fois de ce segment micro et du match derrière? Est-ce qu'on était vraiment, comme l'a dit AJ Styles, dans quelque chose de surprenant, d'inattendu, qui a brisé un petit peu le rythme de ce SmackDown? Est-ce que t'as aimé? Oui, alors inattendu effectivement, c'est la façon dont il a ramené Gulak dans l'affaire, Jay Styles. Je t'avouerai que j'avais pas du tout vu qu'il allait aller vers là quand il a commencé, son segment micro. Tandis qu'effectivement Bryan en face, il est en pleine campagne électorale. C'était à l'applaudimètre a priori le titre intercontinental. Donc voilà, sinon rien de spécial à dire sur le segment micro. Dans le match, bah, là je t'avouerai que quand j'ai vu du coup le match démarrer, je me suis dit: «Ça y est, après 1 heure de show très compliqué, on va peut-être attaquer un Zimmer avec un truc un peu plus sympa». Et effectivement, bon, tout de suite dans le ring, c'est plus dynamique parce que là, c'est deux techniciens quand même, donc c'est sympa à voir. Par contre, le fini, je l'ai trouvé un poil raté, là, la petite roulette de Gulak, elle a mis un peu 3 plombes à se faire, et pendant ce temps-là, Gestal est resté gentiment sur le dos à attendre qu'il se fasse spinner. C'est un petit peu dommage si je devais chipoter. Mais bon, sinon, faut espérer qu'il y ait une revanche parce que pour le coup, ces deux mecs-là dans le ring, c'est vraiment agréable d'aller les voir. Ouais, toi, Chris, est-ce que tu chipotes? Bah pas trop, c'était le meilleur moment de ce SmackDown jusqu'à présent. Au niveau du in-ring, la promo pour moi ça a été un peu long. Effectivement, Papy l'a bien dit, c'est vrai que Daniel Bryan est en campagne électorale, donc je sais pas, peut-être Daniel Bryan for President en 2020, hein, qui sait. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu longue la promo, mais comme globalement j'aime bien écouter Jay Styles, je trouve qu'il voilà, il aime bien revenir sur quelques petits points comme ça, il est intéressant parfois au micro. J'ai l'impression qu'il a toujours eu un peu de liberté à la WWE lui par rapport à d'autres. Et Ah, pas une grande liberté, attention, hein, mais je pense quand même qu'ils lui font beaucoup confiance. Et Daniel Bryan aussi, je pense que c'est pareil. Je pense que ça fait partie des catcheurs qui ont leur mot à dire sur les lignes qu'ils prononcent, quoi. Bon, c'est un Et, peu les tauliers, hein. et ouais, c'est un peu les tauliers, ouais, clairement. Donc je pense que c'est un peu les papis et tontons du vestiaire. Donc ils ont plus cette liberté-là. Mais c'était un chouïa long parce que, bah, en fait, c'était un chouïa, pas tellement par leur faute finalement, c'était pas par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Donc du coup, se recoltiner une promo tout autour du titre intercontinental, le power de catch, et puis finalement on a un match, mais bon, qui ne va pas être long non plus, hein. Quand même, malgré tout, c'était plutôt bien. Effectivement, ça pouvait donner de belles promesses, mais voilà, peut-être pas à la hauteur de ce que j'aurais pu attendre. Donc voilà, donc c'était pas mal. ouais, moi je trouvais ça pas mal parce que le coup était réussi. Comme Papy, je trouve que quand ils étaient tous les deux au milieu du ring interviewés par René Young, je me suis dit, truc classique, ils vont finir par se mettre l'un et l'autre sur la gueule. Et en fait, AJ Styles qui appelle comme ça Gulak et qui veut, on sait pas trop pourquoi, un petit peu fanfaronner et qui se fait bien avoir à la fin, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est rare aussi qu'un catcheur qui soit dans la lutte pour une feud, un peu pour une ceinture, il perde contre une tierce personne. En général, ça sert plutôt à builder la feud. Donc, ouais, je serais peut-être plus positif que vous. J'ai bien aimé en tout cas cette interaction. Je pense effectivement qu'on a une feud de taulier. Hein. C'est même, d'ailleurs, c'est même une Voilà, ouais, redite. encore une, hein. Après Hardy Ah, Sheamus, là maintenant on a Bryan Styles. Là en ce moment on a des rivalités dignes de la maison de retraite, mon papy.
Ouais, non, mais c'est en plus c'est une redite d'une feud pour le titre mondial, hein, il y a pas si longtemps. Bah oui. Ouais. AJ Styles et Daniel Bryan. D'ailleurs, c'est drôle de se dire que c'était il y a peut-être 1 an et demi maintenant et que c'était des alignements complètement inversés, hein. C'était Bryan qui avait fait son heel turn en faisant un low blow sur AJ Styles. Et là, voilà, on est 1 an et demi après. Et puis c'est AJ Styles qui est le méchant, le salaud, et Daniel Bryan qui est redevenu le gentil. Bon, après au micro, oui, pas extraordinaire ce qu'ils disent. Moi, j'ai trouvé que la promo de Bryan avait d'autant plus perdu de l'intérêt que, mais en vrai, voilà, moi je suis fan de catch depuis maintenant une douzaine d'années, donc il y a eu une très longue période où les champions ils défendaient que en pay-per-view. Et puis il y a eu John Cena, le fameux John Cena US champion et Open Challenge. Et depuis, ils nous font le coup tout le temps en fait. Je trouve Rollins a eu sa période Open Challenge. Qui c'est qui a fait des Open Challenge aussi? Enfin, j'ai l'impression que c'est le truc maintenant. Limite, c'est un peu ringard si on est un champion de titre US ou de titre intercontinental de pas faire ses Open Challenge. Apollo Crews a fait un peu le challenge avec Kevin Owens. Ouais, avec Donc, Owens, il l'a fait, ouais. donc ça, je trouve ça tombe un peu à plat de dire ouais, moi si je suis champion, bah, je le défendrai tout le temps. Bah, même Drew McIntyre, hein, il affronte beaucoup et bon, il met pas forcément son titre en jeu, mais je trouve le message est plus aussi fort que ça pouvait l'être quand John Cena effectivement a annoncé ah, moi je serai là toutes les semaines. À l'époque, il y a 4 ou 5 ans, là, ça avait. Donc, t'as pas aimé tant que ça ce segment, en fait. Si. Bah, là, tu viens de. Avoue, là, tu viens de donner des arguments que contre. Bah, non, j'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé le truc in ring. J'aime bien le fait que bah, ça soit l'un contre l'autre en feud, parce que pour le titre intercontinental, c'est une grosse affiche. On va le faire parler. Après, je trouve qu'ils ont tous les deux du charisme sur le ring. Après, oui, le contenu en soi du message n'est pas transcendant, nouveau. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce passage. Ah, mais encore une fois, moi, c'est 2 catcheurs que j'aime en plus. Hein, Mais oui. Bryan et Styles, que j'adore, même, je peux dire. Donc, si tu veux. Voilà, après, moi, je suis toujours content de les voir et sur de l'interaction et tout ça. Donc, ça fait toujours plaisir de les avoir dans un weekly de SmackDown, de toute manière. Mais voilà, encore une fois, si tu veux, c'est un peu basé sur tout ce qui se passe dans le show déjà de l'opener jusqu'à ce que ça arrive à ce moment-là. Et tu te dis que bon, et qu'il faudrait qu'ils fassent un peu plus d'efforts, nos amis à SmackDown. Ils auraient dû virer toute la première heure, démarrer par le segment micro et faire une demi-heure de match Voilà, Styles pourquoi avec ouais, Black. On ouais. était bien. Hein. Ouais, et franchement, tu mets le Bryan Styles en opener, par exemple, là. Voilà. Là, voilà un segment que je pense on en parlerait d'une manière différente si ça avait été l'opener de SmackDown, ça, tu vois. Qu'un focus sur le titre intercontinental avec Daniel Bryan, AJ Styles, 2 gros palmarès. Là, tu vends ton truc. Là, c'est du bon business, quoi. Je comprends pas finalement qu'un truc comme ça soit relégué sur la mid-card, quoi. Ils n'ont pas choisi pour fil rouge, je pense. Ouais. Oh oui, alors là, ouais, on est d'accord. Ouais. Que même le main event, il n'a pas du tout été buildé pendant tout le show. Mais oui, en plus, le main event, ça a été maltraité aussi, ça, quoi. Et ouais, il aurait fallu justement mettre aussi un focus, comme ils savent faire à NXT. Je suis chaud, les amis, parce que j'ai fait NXT et AEW hier. Alors, elle est assez en ligne, les amis, partout sur votre bonne plateforme de podcast. J'ai fini et du coup, NXT savent bien faire ça. Builder leur main event du soir, voilà, en le présentant pendant les 2 heures de show avec des petites vignettes, des petits rappels, des machins et tout ça, tu vois. Là, que dalle pour le main event de SmackDown. Ah ouais, non. Ah, mais là, je pense qu'on en est tous conscients, mais là, dans la hiérarchie, hein, on va dire que mon Raw a réussi à conserver une petite aura. On va mettre Raw au sommet, et après on va mettre NXT et AEW les shows du mercredi, mais SmackDown est un peu en bas du produit. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que là, quand on en parle entre nous, voilà, on se dit, bah là, en entrée, voilà, effectivement, Jeff Hardy et Sheamus, on les présente plus comme champions historiques, etc. Bryan et Styles, même Miz, Morrison et Strowman et tout, il y aurait tellement matière de faire plus de choses. On peut toujours se rassurer en se disant que peut-être ils se foulent pas trop parce que c'est des choses sans public et que du coup ça nous frustrerait de rater un truc de ouf sans public, et peut-être que les intrigues vont devenir extraordinaires dès que le public reviendra. On y croit. On y croit et on s'approche doucement de la fin. Il nous reste plus que des matchs par équipe, donc on va commencer chez les hommes. Un 3 contre 3 dans la scène tag team, mais il n'y aura pas les Forgotten Sons pour les raisons que vous savez peut-être. Et si vous ne le savez pas, je crois que Tonton Chris vous en parlait dans la review de Raw, c'est ça? Ouais, bah Tonton Chris c'est Papy, hein, puis Tonton Chris c'est Papy. Papy ici présent était présent. Et du coup, oui, on a parlé de l'affaire Jackson Ryker. Bon, écoutez, avec Papy, on avait fait le souhait qu'on n'ait plus à en parler un maximum, quoi, parce qu'il mérite pas.
Ouais. Apparemment, il n'y a pas eu d'évolution majeure depuis depuis le début de l'affaire. On peut quand même, Qu'on le voit plus. on peut quand même tout simplement constater que de toute manière, il n'était pas à SmackDown ce vendredi. Voilà, les Forgotten Sons n'ont pas eu la voix au chapitre. Voilà, voilà, on va dire qu'en tout cas, il aura pris de toute façon une volée de bois vert de la part de ses collègues. Ça n'empêchera, je sais pas, t'en penses quelque chose, Papy, là, toi, de la suite particulière là? Ah non, moi j'espère effectivement qu'on aura pu en parler. On a donné notre avis dans l'autre review de manière, je pense, complète, et j'espère que ça sera La une seule info, mauvaise moi, histoire qui la seule disparaîtra, info quoi. qui disparaîtra, ouais, parce que la seule info qu'il y a eu vraiment après qui a suivi dans l'affaire, ça a été le fait que, évidemment, on a été déterré un tweet ou deux de ses commentaires sur le mouvement Black Lives Matter, je crois. Et bon, derrière, il a pris la foudre par le biais de Twitter, mais il y a d'autres superstars du vestiaire qui ont pas mis la foudre sur Twitter, mais ont mis la foudre dans les vestiaires, apparemment, quoi. Ça a un peu chauffé, et qu'il y en a plusieurs qui indiquaient que la gimmick des Forgotten Sons est tombée plutôt au mauvais moment et C'est qu'elle ça, allait ouais. être difficile à maintenir. C'est ce qu'on disait. Et ouais, voilà, ouais. Et donc, mais apparemment, la WWE, pour l'instant, n'a pas l'intention de le licencier et considère qu'il a fait usage de sa liberté de parole, ce qui est vrai. Par contre, ils ont bien communiqué, je sais pas si Peut-être vous avez pas. vu, ils ont bien Oui. communiqué, Ah, alors pas par rapport à Jackson Ryker, mais par rapport à tous les événements, en disant on d'accord. soutient les causes, etc., la diversité, Ouais, ouais, on ouais, ouais. soutient la famille de la Tout personne, j'ai ça. oublié son nom. Floyd. Donc George voilà, quoi, Floyd. donc ou George Floyd, oui, bien sûr. Et donc voilà, donc je pense qu'ils ont aussi essayé de calmer le jeu de leur côté en disant voilà, nous à la WWE, attention, on n'est pas de ce genre de débordement. Oui, ils Ouais. se sont désolidarisés de toute façon de ces commentaires à Jason Riker, et les Forgotten Sons eux-mêmes se sont désolidarisés des propos de leur Jackson Riker national. Ouais, il y a, bon, c'est pas directement lié à ça, mais Ali a fait des tweets, donc le peut-être le possible hacker, en tout cas le petite pépite de 205 qu'on ne revoit plus, qui est un ancien flic et qui expliquait aussi justement, il a fait des tweets sympas expliquant que voilà, quand il était flic, on lui a appris, on lui disait pas d'empathie, c'est ça qui peut te tuer, et il disait non, finalement on voit que c'est le manque d'empathie qui peut nous amener en tant que flic à tuer. Enfin, c'était pas mal. Malheureusement, il y a pas mal de catcheurs qui se sont manifestés. Il y avait Page aussi, et qui prouvent que ben, ça a beau être des beaufs en slip qui se battent entre les cordes, ils sont peut-être plus sensibles à certains sujets que certains hommes politiques. Eh ben oui. Mais voilà, c'est C'est ça l'Amérique. qui fait Ali alors. Ali, c'est pour ça qu'il peut pas enquêter. Enfin, le hacker, pardon. Le hacker mystérieux secret, c'est pour ça qu'il peut pas enquêter sur les accidents de Jeff Hardy. C'est parce qu'il est sur Twitter, peut-être. Ah oui, peut-être. Ah, il a peut-être pas le temps. Peut-être que c'est lui qui va. C'est peut-être lui. Bah oui, les Anonymous sont revenus aussi. C'est peut-être lui d'ailleurs. Qui sait? Ah. On verra ça. Mais par contre, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose que j'avais pas du tout envisagé. Peut-être que le programme de ce SmackDown et ce fameux 3 contre 3 a été un peu fait à l'arrache. Peut-être que le retour de Mojo Rawley inespéré, c'est peut-être parce qu'on avait prévu un truc du New Day contre les Forgotten Sons. Je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, si on revient entre les cordes, bon, vous l'avez compris, New Day et Gable contre Cesaro, Nakamura et Mojo Rawley. Alors, on a d'abord une séquence sympa des gentils qui enchaînent 3 splatchs sur Nakamura. Là, Biggie, Kofi, Gable, allez, boum, sur le japonais. Kofi Kingston, il part, il saute à l'extérieur du ring sur Cesaro. Voilà, il fait un suicide dive. Mais Mojo Rawley, l'énorme Mojo Rawley, le détruit d'un coup d'épaule là, de footballeur américain. Boum. Ensuite, Gable tente l'Uncle Lock sur Mojo Rawley. Nakamura va venir l'empêcher de mettre à mal de mettre à bien sa prise de soumission en lui envoyant un coup dans les genoux. Et puis au final, le New Day réussit à passer le finisher, comment ça s'appelle déjà, Big Ending? Non, c'est le truc du Le big ending de Biggie, ouais. Ouais, le big ending de Biggie avec Kofi Kingston qui arrive par-dessus. Tandis que Gable s'illustre en retenant par les jambes Nakamura et Cesaro qui essayaient d'aller casser le tombé. Donc victoire des gentils. Shorty G sert toujours à quelque chose. Il est important d'avoir un ami plus petit que soi. Et Toujours. puis voilà, donc un match court où tout le monde a fait 2-3 trucs. Mais est-ce que vous avez trouvé ça
brillant et vitaminé et rythmé, ou juste un peu fouillis et bordélique, tonton Chris? Vas-y, puisque tu avais la parole. C'était pas trop mal. En fait, il y avait quand même pas sur les 6, il y avait plusieurs catcheurs que j'aime bien de toute manière. Donc les New Day, Cesaro, Nakamura. Et après, en Et avant-dernière Shorty position, G. je mets Ouais. Shorty G. Bon, et puis Mojo L'arbitre. Rawley, on fait comme s'il n'était pas là. L'arbitre, L'arbitre. l'arbitre est un athlète de forte qualité. Voilà, ouais, c'était pas mal, sans plus, quoi. Bah, en fait, je suis partagé parce que le problème, c'est que d'un côté, je me plains parce que quand il n'y a pas assez de catch et tout ça, et puis bah, quand il y en a, il est peut-être pas ce que j'attends. J'avoue que ma vision est certainement déformée par ce qui se passe à la NXT et la All Elite Wrestling, et que moi, je préfère Raw à SmackDown de toute manière, que vraiment SmackDown actuellement est mon dernier show, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est très, très, très compliqué. Hein, et là, tu vois, sur la Tag Team Division, je ne comprends pas que John Morrison et Miz ne soient pas investis là-dedans. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas quelque chose avec Cesaro, Shinsuke Nakamura sur ces ceintures-là, par exemple. Les New Day, ils ont le titre, mais finalement, who cares depuis qu'ils les ont chopés, les ceintures, quoi, il ne se passe rien. Il n'y a aucune annonce, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Ouais. Et donc, du coup, tout ça, ouais, ça tombe un peu à plat, quoi. Je suis pas. Puis alors voilà, tu as Mojo Rawley en plus. Alors tu dis, bon, bah alors il y a Mojo Rawley. Alors bon, on va attendre qu'il ait fini, hein. Voilà, ce garçon. Hein. Et, Mais, euh, ouais. et puis voilà. Mais justement, est-ce que la peut-être bonne nouvelle du soir, ça serait une piste pour Cesaro et Nakamura sur les ceintures tag team, une interaction avec les champions actuels? Parce que c'est vrai qu'il reste plus qu'un SmackDown ensuite avant Bah Backlash, et oui. on a une carte qui est encore assez vide. Ouais, Papy, peut-être. Moi, ton opinion? Ouais. ouais, peut-être. Ouais, j'espérais justement qu'on se dirige vers ça avec peut-être Cesaro et Nakamura qui rattrape le coup par rapport à la semaine d'avant, mais même pas. Alors j'ai eu peur vraiment que ce soit Mojo qui remporte la mise. Heureusement, Gable s'est sauvé du tombé. Sinon, ouais, dans le match, c'est sûr sympa à aller voir. C'est vrai qu'il y a pas mal de mecs de talent dans les équipes là. Le triple splash était sympa à voir, était original, mais bah, je pense que alors moi je suis moins influencé par SmackDown par rapport à NXT parce que pour le coup j'ai redémarré NXT il y a quelques semaines et je préfère encore SmackDown à NXT. Je sais, c'est pas bien de dire ça, mais NXT j'ai du mal à accrocher, peut-être parce que je connais pas assez bien le roster. Mais là en fait le souci de ce match-là, c'est que bah t'avais des mecs qui avaient pas vraiment d'interaction en temps normal entre eux quoi. Shorty G et Mojo ça date d'aujourd'hui. Pareil pour, enfin, il y avait en fait, c'est juste ce match a juste été monté par rapport au fait que Shorty G ait sorti Cesaro et Nakamura la semaine dernière, quoi. Mais alors sinon, les New Day, ils viennent de nulle part, Mojo, il vient de nulle part. Et donc, bah, du coup, bah, tu rentres moins dans le match. Alors même s'il y a Ouais, 2-3 ouais. mais pour le plus, c'était assez court, quoi. Donc, bah, ouais, ouais, c'est pas horrible, mais enfin, moi, j'ai pas été transporté en tout cas. Non, c'est pas horrible, mais c'est ouais, j'ai un peu on va laisser une chance encore à Gable, mais c'est un peu le pendant de ce que je disais pour Mojo Rawley, c'est-à-dire qu'il lui donne cette gimmick, donc supposément Gable, voilà, c'est le petit homme, mais qui a un grand cœur, un grand courage. Mais donc il avait tout ça, c'est né un peu là dans le tournoi du King of the Ring où il avait affronté Baron Corbin et puis perdu, mais ça commence à faire un moment. Après il avait un peu disparu, après il est revenu là un peu contre Sheamus. Enfin il est assez alternatif, hein. Il lui donne des mini push et puis ça retombe un peu comme un soufflé. Alors est-ce que ce coup-ci ça sera la bonne? Si on a pour Backlash, peut-être en 1 contre 1 contre Mojo Rawley, histoire qu'il lui marche un peu, qu'il lui roule dessus. Et puis par contre les artistes, voilà, le duo japonais-suisse contre les New Day, moi ça me plairait bien. De toute façon là, depuis qu'on est un peu en mode sans public, hein, ça arrive souvent qu'on ait des matchs qui soient annoncés juste au dernier SmackDown ou même après le dernier SmackDown. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait cette affiche là. Bon, on verra bien. Il nous reste... Ah, ben voilà, on va faire le bilan avant d'attaquer le main event qui était féminin. On va faire le bilan de ce grand On fait le sketch bilan. fil rouge. Magnifique. Donc le Miz et Morrison cachés dans leur petit van avec les télécommandes et les micros, donc pour faire de la vie de Braun Strowman un enfer. On a vu qu'ils avaient réussi à faire mousser l'eau dans sa bouteille, extraordinaire. Ensuite, alors que Braun Strowman est interviewé par Kayla Braxton qui lui demande, je sais plus trop quoi, en gros s'il va bien, hein, on va dire. Il va bosser peut-être. À bosser, et ben tout d'un coup, le Miz et Morrison ils appuient sur un bouton
Et il y a une espèce d'horrible liquide vert, style les chewing-gums de Tricatel que prend De Funès là, dans les la cuisse, qui se verse sur la tête de Kyla Braxton, la pauvre. Oh non. Elle est toute sale, elle dit elle est bâtard, et puis du coup Morrison et The Miz ils s'engueulent parce qu'ils disent mais non mais tu devais mettre le truc à gauche, mais non mais moi j'étais à gauche, enfin et voilà, il y a un hommage évidemment non dissimulé à Perceval de Camelot et ses conneries de droite et de gauche, que selon où on est placé ça fait pas la même. Donc ils ont pas tout à fait réussi leur coup, mais ils ont quand même réussi à salir le pantalon de Braun Strowman, donc ils sont contents. Après, ils passent à la vitesse supérieure. Tout simplement, ils sortent les clubs de golf et les battes de baseball pour défoncer le pare-brise de Braun Strowman. Donc là, on n'est plus vraiment dans l'humour, on est quand même dans la violence urbaine, mais c'est pas grave, on va dire que c'est LOL. Sauf que quand Braun Strowman arrive, il demande à un employé du parking qui c'est qui a fait ça et où est-ce qu'ils sont. L'employé du parking, il dit ils sont dans le van. Alors, Miz et Morrison, ils verrouillent les portes du van, mais Braun Strowman, il sait soulever des ambulances, donc il sait soulever le fourgon. Et hop, il le soulève, il le couche sur le côté, et le Miz et Morrison, ils sont tous secoués à l'intérieur dedans, et Braun Strowman, il est content et il lève les bras, il fait wow. Et donc voilà, le gentil costaud a réussi à vaincre ces embûches terrifiantes qui avaient été mises sur sa route tout au long de cette soirée. On en a fait un petit peu d'ouverture tout à l'heure. Maintenant, on conclut là-dessus. Bon, Papy, toujours pas emballé, toujours pas beaucoup d'humour. T'as pas souri? Non, non, je suis un vieux con grincheux, donc du coup, malheureusement, je ne peux pas sourire, c'est contractuellement impossible en fait. Ah, pardon. Donc je pouvais pas, j'ai essayé de me forcer, je dis ah ouais, de la peinture verte, c'est vrai que c'est drôle. Alors moi, ça me fait plus penser à la limite vers comment ça s'appelle, Rabbi Jacob, Ouais. quand il tombe dans le chewing-gum. C'est dans Rabbi Jacob. C'est dans les Lula cuisse. Non, mais il y a un truc Non, dans Rabbi Jacob aussi. au tout début. Oui, c'est vrai, oui. Quand il tombe dans le chewing-gum. T'as raison, oui, c'est ça. Si. Mais bref. Ah oui, bref, oui. Mais sinon. Louis de Funès qui apparaît dans une review de SmackDown, si tu veux, quoi. Il faut que je recolle mes neurones là. C'était un peu l'ambiance, hein. Ça reste plus intéressant Louis de Funès que les histoires de Strowman et Miz Morrison quand même. Oui. Et sinon, non, mais voilà. Alors désolé pour les gens qui n'avaient pas vu le show et que j'ai spoilé en début de review, mais effectivement, ça se sentait venir à 10 000 km. Strowman, il voit une remorque, enfin une voiture, un van, qu'est-ce qu'il fait? Et il la retourne. Il la retourne. Voilà, il est content. Voilà. Écoute, moi, j'étais en mode Captain Lexomil, donc voilà, j'ai débranché le cerveau et j'ai attendu que ça se passe. Vraiment, moi, je suis totalement déçu par ça. Ouais, voilà, passons à autre chose. Passons au main of the night. History will be made tonight. Oh oui, attends, alors pas trop vite en besogne quand même, Papy. Pas Chris, je veux donner Voilà, on s'embrouille. Oh, voilà, on s'appelle les pédales. Papy, Chris, tout ça. Mais oui, mais Chris étant aussi un petit peu un papy du catch, on se mélange, non. Mais. Ouais, puis Raphaël, il consomme trop de la lampe de Pomerol et du coup, il fait trop chabro. Alors voilà ce que ça nous donne les hosts, dans quel état ils terminent les reviews. Moi, je vous le dis. C'est plus ce que c'était SmackDown par rapport à il y a 4 ans. Ils étaient jeunes, ils étaient fresh. Ah, c'était dynamique, hein. Là, c'est. Ouais. Nous, on est à 2 à l'heure, c'est sûr, par rapport. Ah oui, Quoique, ça se discute. Oh non, moi je trouve qu'on n'a pas perdu la bonne humeur, on n'a pas perdu l'entrain, mais il faut dire qu'on a affaire à du gros level, ouais. Oui, un peu déçu moi que ce soit le titre universel, hein, qui soit le segment comedy wrestling de la soirée, parce que bon, on aime ou on n'aime pas. Alors ça fait peut-être rire les enfants qui regardent sur la Fox, je ne sais pas, mais ça fait rien avancer. Et effectivement, quand le Miz et Morrison nous disent au début on n'est pas pris au sérieux sur ce match-là, personne pense qu'on va gagner. Là, à la fin de la soirée, on pense pas plus qu'ils vont gagner, ils sont pas plus pris au sérieux, donc c'est un peu dommageable. Après, vraiment, je crois que là, on est dans cette catégorie ralentissement de FUD, situation de Covid. On a complètement oublié Bray Wyatt. Il va bien revenir un jour en tapant sur l'épaule de Braun Strowman en disant hey, coucou, c'est le Finn qui revient. Ils n'ont pas voulu nous faire ça sans public, c'est compréhensible, ça attendra peut-être SummerSlam ou je ne sais quoi. En attendant, ils ont cherché des trucs un peu créatifs. Bon, c'est vrai que moi j'aurais bien préféré, ça m'aurait paru plus légitime et ils seraient moins passés pour des idiots peut-être si tout simplement c'était Morrison, le seul challenger, avec le Miz derrière pour l'aider à la limite. Mais voilà, qu'on est vraiment un contre un, ça fait tout de suite plus sérieux parce qu'un 1 contre 2, on sait que ça va être n'importe quoi. Mais bon. Effectivement, passons au main event puisque voilà, on a un match historique. Nous avons le Women Tag Team Championship qui est défendu. Alexa Bliss et Nikki Cross contre les championnes historiques, les premières de l'histoire, les premières qui ont gagné ce titre, The First Forever.
Sasha Banks, The Boss Time, et Bayley, la championne de SmackDown depuis un temps immémoriel. Voilà, c'est parti, hein, ça s'est booké là aussi Plus très de 300 facilement. jours, plus de 300 jours de règne. Plus de 300 jours de règne, historique, légendaire. Écrivez les adjectifs qui vous viennent en tête en commentaire. Pendant ce temps, les Heels sont à l'affût, elles travaillent dur sur le ring. D'abord, elles travaillent Alexa Bliss, ensuite elles passent sur Nikki Cross. Voilà, font du bon teamwork comme on dit, mais on finira par avoir le hot tag et Alexa Bliss, elle est déchaînée, elle est en furie, elle envoie Sasha Banks dehors, elle fait sa série là de petites roulades, les genoux en avant sur Bayley. Elle tente de se mettre sur le turnbuckle pour son Twisted Bliss, mais Sasha Banks arrive à la distraire. Bayley chope son adversaire et fait son Bayley to Bayley suplex depuis la deuxième corde. Mais alors là, incompréhensible, elle ne fait pas le tomber, elle va taguer à Sasha Banks, qui essaye elle de passer le pin, mais ça fera near fall. Pendant ce temps-là, Nikki Cross à l'extérieur fait un tornado DDT sur Bayley. Alexa Bliss, elle passe un Sunset Bomb sur Banks, donc c'est un bel enchaînement, mais là aussi c'est near fall. Sasha Banks réussit à placer sa prise de finition dévastatrice, sa soumission, son bank statement, mais Bayley fait un espèce de cafouillage, elle se fait taguer dans le match et du coup elle dit à Sasha Banks de lâcher prise parce que sinon elles seront disqualifiées. Et puis au final ça revient quand même à Sasha Banks qui retente un bank statement. Elle est contrée par une tentative de prise de petits paquets de... je sais même plus qui est dans l'histoire là, c'est Alexa Bliss, non, c'est ça? Je sais plus. Non, bref. c'est Nikki Cross, non? C'est Nikki Cross, ouais. C'est Nikki Cross qui fait un roll-up, ouais. Pardon, donc Nikki Cross tente un roll-up, mais qu'à cela ne tienne, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces, et Sasha Banks elle-même fait un roll-up, et 1, 2, 3, History a été made ce soir, tonton Chris nous l'avait un peu spoilé, c'est la victoire des championnes historiques qui deviennent donc two-time Women Tag Team Champion. Bayley est double championne, elle va fanfaronner auprès de Michael Cole en soulevant ses ceintures en disant oh, c'est tellement lourd, tellement que je suis forte parce que j'ai 2 ceintures. Et Alexa Bliss, effectivement, oui, ça y est, maintenant je m'en souviens, Alexa Bliss, elle est un peu vénère, elle est dans l'incompréhension, elle me dit mais comment, mais qu'avons-nous pu faire au bon Dieu pour perdre par un roll-up en plus, c'est incroyable, est-ce un titre 24/7 tag team, bref. Et voilà, on finit quand même SmackDown sur, mine de rien, un changement de titre, à mes yeux assez inattendu. Je ne sais pas, tonton Chris, ce que tu en as pensé. On a beaucoup parlé, toi et moi, avant que Papy vienne éclairer nos analyses de son savoir historique. On était un peu tout seuls tous les deux dans le marasme, mais on parlait à quel point ce règne de Bayley était chiant. Là, on a un peu plus fort là, un peu plus de contenu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. C'est mieux. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait plus de contenu, ouais, que c'était un main event qui tenait la route avec les ceintures en jeu, que j'ai été surpris par le résultat. Je pensais que Cross et Nikki allaient garder le titre et qu'elles s'affronteraient à Backlash. Et je voyais bien une prise de titre, pourquoi pas, malgré le fait que ça fasse doubler Bayley. Bon, voilà, elle a 2 ceintures maintenant. Double Bayley dose. to belt. Double dose. Et donc voilà. Mais écoute, je vais dire que j'ai été agréablement surpris par le main event, en tout cas moi. Voilà, j'ai trouvé le match plutôt de bonne qualité. La victoire est malheureusement se finit par un roll-up. Alors on a déjà eu une longue discussion avec Papy sur le roll-up à Raw, parce que à Raw, il en fallait un. Ouais, ils nous ont fait des misères avec les roll-up à Raw cette semaine. Et donc voilà, donc on termine un match de championnat par équipe féminin, par un roll-up, c'est dommage. Avec Papy, excuse-moi mon Papy, mais on radote quoi. Mais voilà, on trouve dommage que les filles, elles n'aient pas le droit à leur finisher de temps en temps, tu vois quoi. Et que tous les matchs des féminins ne se terminent pas par des roll-up. C'est quand même un peu gênant par moment. Donc voilà, mais écoute, je mets plutôt un bon point à ce main event. Et avec la surprise en plus, parce que vraiment, je m'attendais, vraiment pour moi, là, dans mon prono aurait été Bliss Cross. Et voilà, écoute, ils m'ont fait mentir. Donc bravo à la WWE. Tout arrive. Et Papy, qu'est-ce qu'il en pense? Et Papy, il va suivre tonton. Il est content aussi du main event. Il est content du main event parce que déjà, si je dis pas de bêtises, il a duré plus de 10 minutes le match. Donc on est content. Je crois 12 minutes, je crois. Voilà, 10-12 minutes. Donc un match de 12 minutes, ça se prend. Surtout à SmackDown. En plus, un match pour le titre. Alors, même s'il n'a pas été buildé de tout le show, ce qui est vraiment dommage. Voilà, parce que là, pour le coup, il nous aura vraiment fait une belle fin.
Les filles, effectivement, elles sont pas mal dans le ring. Par rapport à Bayley, je vous suivais quand vous disiez que c'était de pire en pire et j'étais d'accord avec vous. Là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il lui donne un peu plus il la met un peu plus en valeur. Déjà, elle est souvent là, souvent en micro. Ah, on peut En pas lui plus, reprocher ça. elle commence à avoir de l'opposition un peu plus sympathique. C'est-à-dire que quand tu as Charlotte ou Alexa Bliss en face, c'est autre chose que d'avoir Tamina et j'ai oublié son nom, qui donne des woman rights. Mais voilà, Lacey donc Evans. exactement, Lacey Evans, la pauvre, désolé. Donc ouais, Bam! c'est un peu mieux, je trouve, pour Bayley. Donc du coup, bah, elle prend la stature. Bah, je suis surpris aussi parce que pour le coup, je pensais vraiment que c'était un match de transition qui allait en plus exacerber les problèmes de relation entre Sacha et Bayley. Mais non, ils gagnent le titre. Et parce que moi, je voyais vraiment les Iconics plutôt récupérer le cadeau, quoi. Et donc La non, breloque? la breloque, c'est ça, je crois. J'ai du mal avec mes mots aujourd'hui, hein, c'est compliqué. C'est le début du show m'a vraiment trop endormi le cerveau là. Donc voilà, bah, bonne surprise que de ce final de show. Voilà, on finit sur une bonne note. Moi j'ai été assez surpris moi aussi, surtout que bah, comme toi, j'ai trouvé que même le scénario du match, hein, parce que alors je sais pas si quelqu'un a compris cette histoire de bank statement que Bailey a cassé, mais après Elle était elle dans l'a les cordes, refait. c'est pas ça? C'est pas parce qu'elle était dans les cordes? Alors, je sais pas, moi ce que j'ai compris c'est que Bailey a dû taper, enfin faire un tag un peu à l'aveugle sans que Banks s'en aperçoive et que du coup bah, elle a vite dit à Sacha de casser les prises parce que sinon bah, l'arbitre il comptait 1, 2, 3, 4, 5 puisque Banks Ah oui, d'accord. était plus la femme légale, mais enfin bref. Donc ouais, puis Banks elle était un peu dégoûtée, elle a roulé à l'extérieur du ring, elle se tenait un peu la tête, on s'est dit tiens ça y est, bah, ça y est quoi, c'est le clash, et puis non, elle aura On assez sent que ça va surpris. Hein. venir, mais ça vient pas. Ça va venir mais ça vient pas, et effectivement, alors tu citais Tamina et tout, Bailey, à ma connaissance, rien de prévu non plus pour Backlash, hein, c'est ça? Le titre Bah, mondial féminin. non. Non, Ah, hein. peut-être laisser Evans du coup, hein, vu qu'elle a gagné son match. Ouais, ça on l'a déjà vu quand même pas mal, Lacey Evans contre Bailey. Je ne sais ouais, on a quand même beaucoup de questions là sur cette carte de. Bon, de toute façon, on sait que Vince veut des pay-per-view de confinement plus courts, donc on n'est pas obligé de défendre toutes les ceintures. Peut-être qu'on n'aura rien, mais Ou peut-être mais les tag team, peut-être. Moi, je me suis dit du coup à la fin du match que peut-être qu'ils allaient faire un triple threat avec les Iconics, peut-être. c'est une possibilité, ouais. Sachant que ouais, c'est toujours un peu chiant quand t'as un catcheur ou une catcheuse qui a un règne historiquement long de pas lui faire défendre son titre, Mmh. mais ça reste. Et c'est ça qui manque à Bayley, hein, c'est l'opposition en fait. Elle a Ah oui. vraiment pas d'opposition. Non, bah, oui, c'est sûr. Bah, mais tant que l'opposition la plus talentueuse sera sa meilleure amie, ça, ça freine un petit peu les chances d'avoir un bon match. Et ben voilà, mais mine de rien, on est arrivé à la fin de ce SmackDown historique, puisque c'était le premier SmackDown de l'ère Papi, de la Papi Era. Ça fait Et bah, drôle. ça fait drôle, hein, c'est quelque chose. Bah écoute, pour la peine, tu vas avoir l'honneur de nous dire pour ton premier SmackDown, ton mot de la fin, c'est-à-dire ton top, ton flop et ta note. Nous t'écoutons, le public du catch t'écoute, le public de SmackDown qui écoutait Daniel Bryan t'écoute à nouveau. Quel est ton programme électoral et qu'est-ce que tu nous dis pour ce SmackDown? Alors moi, je vous le dis tout de suite, à chaque show, vous aurez droit à un top, un flop et une note. Ça, c'est un engagement que je prends. Vous Excellent. pouvez me faire confiance, votez Sur pour moi. l'honneur! C'est mon honneur de papy. Sinon, donc pour le top, bah, sans trop de surprise pour moi, parce qu'en fait, c'est le seul point satisfaisant du show que j'ai trouvé, c'est le main event. Et donc du coup, ça fait plaisir aussi de donner un top à Bayley, qui en a pris pas mal de flops dans sa tronche depuis quelques mois. Donc oui, un main event qui était satisfaisant, avec du catch de bonne durée, de bonne facture, des surprises, une ceinture en jeu. Donc il manquait juste le build. S'il y avait du build, ça aurait été parfait. Mais sinon, c'était bien. Donc voilà, le top à la victoire de Bayley et Sacha, et au match en général. Le flop, alors je vais pas le donner à la séquence Nickelodeon là de Miz et Morrison, parce que je pense que c'est vraiment juste que je suis pas le public visé, donc c'est peut-être vu par des yeux d'enfant ou d'autres personnes, peut-être que c'est bien. Donc je vais pas le donner le flop là. Par contre, le flop, eh ben, je vais le donner du coup à Mandy Rose, qui a pourri 2 segments en fait. Enfin, le flou Mandy Rose, C'est pas le qui flop, c'est est le flou, ouais. c'est Je ça, le change- flou Mandy Rose, c'est ça le flop. Le flou Mandy Rose, qui va être du coup été à la fois
Sur le Corbin machin, j'ai du mal avec les noms. Bref, Otis. elle a pourri 2 matchs. On oublie Otis, voilà. Corbin, Otis, et puis après sur le Mandy, non, oh là, Sonia, truc avec ses oh là 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 là. Bon, bref, vous avez Aïe. compris, j'oublie les noms. C'est de la low card et Mandy, elle est trop présente. Voilà, on l'oublie. Et ma note, du coup, bah, vu que j'ai un seul segment qui m'a satisfait sur le show, un show de 2 heures, je vais donner un 1,5. Bang, Ah non, bang, mais je bang. suis désolé, mais j'ai eu du mal à m'enflammer tout du long, quoi. Ah là là. Et ben, tonton Chris, toi qui, je crois, avait bien aimé le dernier SmackDown dans les J'avais mis commentaires un sur Sky. 2,75 au dernier SmackDown. Ouais, J'avais ouais. même dit que c'était le SmackDown que j'avais préféré de toute la période Corona Mania et Waouh. de la période Corona Mania. J'avais mis un 2,75. Bon. Parce que On j'ai parle. beaucoup aimé Ouais. le main event la semaine dernière. Ouais. Donc voilà, juste une petite aparté avant le top flop note pour me concernant la carte de Backlash. Pour l'instant, il y a 5 matchs. Ah, vas-y, dis-nous. Voilà, il n'y a que 5 matchs annoncés là vraiment. Donc avec Jeff Hardy, Sheamus, Nia Jax versus Asuka, Braun Strowman versus Jim Morrison, Drew McIntyre versus Bobby Lashley et the greatest wrestling match ever, Edge versus Randy Orton. Ça donne envie. Une belle carte. Voilà, 5 matchs. Mais bon, les Go Home Show, c'est la semaine prochaine, les amis. Ouais. Alors, top flop note. Eh ben écoute, mon top, ça va être le main event. Voilà, je ne vais quand même pas le donner à Bayley toute seule. J'irai pas jusque-là. Mais je le donne au main event, je le donne aux femmes. Et ça me fait plaisir de le donner aux femmes parce que j'ai donné souvent mes flops aux femmes ces derniers mois à SmackDown. Et je suis bien content de les mettre à l'honneur et que ce soit elles qui remportent la mise parce que c'était clairement le meilleur truc de la soirée. Voilà, gros regret sur le fait que ce match n'ait pas été teasé pendant l'émission. Voilà, moi je prends le monteur là et je lui mets la tête au carré. Parce que franchement, c'était shame quoi, de pas builder un match comme ça pendant le show alors que c'était super bien. Ça aurait pu être un de mes flops, mais malheureusement, dans ce SmackDown, quasiment la majorité de l'émission, je pourrais lui mettre mon flop. Je vais pas le mettre non plus à Braun et compagnie parce que voilà, c'était le truc potache à la Riken, voilà, avec un blob qui dégueule sur Kayla Braxton. Ça fait rire certainement un jeune de 18 ans, de 14 ans, de 20 ans, etc. Mais moi, là, clairement, alors là, papy est pas dans la cible, mais alors là, moi, je pète les plafonds, quoi. Donc on oublie. Mais mon flop, les amis, je vais le donner à Otis. Parce que Otis, franchement, je suis dans un océan de déception de voir ce catcheur-là détenir la Money in the Bank. Et le voir là, alors là, ça a été presque le coup de couteau au final, hein, avec le match ce vendredi face à Baron Corbin. Donc là, n'en jetez plus. Tonton Chris est en train de se liquéfier. Là, Captain Lexomil, Captain Xanax, Captain Valium. Non, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Je suis vraiment, je ne suis que déception de ne pas avoir un beau porteur de mallette, un Aleister Black, un AJ Styles, purée. Même un Ray Ray, moi, j'aurais été happy. Et enfin, non, franchement, là, vraiment, c'est une vraie déception pour moi. Et chaque vendredi, je me dis, bon, voilà, encore un truc foutu. Et comme je ne vois pas Mandy Rose, du coup, j'avais même pas vu que la mallette était là vendredi. C'est pour vous dire à quel point j'en suis. Et ma note, ma note, j'ai envie de faire le copieur. Hein. J'ai bien envie de mettre la même note, de faire un vrai truc à la Muppet Show, là. T'as raison, mon papy, 1,5. Et Mais encore, vas-y, lâche-toi. on est gentil, hein, parce que il y a In Your House ce week-end et que ça nous met du baume au cœur de nous dire qu'on va avoir un beau pay-per-view de catch. Mais là, SmackDown, c'est 1,5. Période. 1,5 cette semaine. T'as mis 2,75 la semaine dernière, d'accord. Ouais. Donc je comprends mieux. Toi, tu préfères voir Otis faire un splash dans une piscine. Alors c'est. Ah ouais, non, ça aurait été. Je l'avais mis dans les commentaires. Hein. J'ai pas pu le reviewer, mais j'avais mis que c'était mon flop. Hein. Ah tiens, étonnamment, bizarre. Donc c'est mon deuxième flop consécutif avec Otis. Alors Bailey avait fait un triplé avec moi une fois. Bailey avait fait, je crois, 3 SmackDown consécutifs à prendre le flop. Et là, Otis vient de faire un doublé. Le repeat. Ah, next week alors, on attend. Le back-to-back. On attend Otis la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Oh yeah! Écoutez, moi j'ai peut-être été un peu moins sévère, je l'ai trouvé à peu près. Alors, le truc c'est que tu as bien essayé de me piéger tout à l'heure, l'ami Chris, j'ai bien compris sur mon analyse du Bryan Styles, c'est-à-dire que oui, sur le fond il y a plein de trucs qui sont un peu pourris, mais je sais pas, j'ai trouvé que le rythme est pas assez bien. Enfin, je veux dire que je me suis pas. Je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer là. Je sais pas déprimer en mode c'est nul, c'est de la merde. C'est-à-dire que ceux qui est de la low card, je sais pas, peut-être mon cerveau me protège, mais
En gros, je l'assume comme low card et je me dis bon, c'est pas, voilà, des fois à la WWE, il y a des fois on se prend la tête, on se dit mais qu'est-ce que ce catcheur talentueux vient faire dans cette merde, etc. Et là, je me dis bon, bah voilà, Corbin versus Otis, j'en attends rien. Alors bon, allez, vaguement machin. Et t'en as rien. Miz et Morrison contre Braun Strowman, bon bah voilà, dès que ça a commencé dans le camion. Honnêtement, j'ai limite kiffé parce que j'ai trouvé que eux ont kiffé. Miz et Morrison, ils disaient n'importe quoi, ils parlaient l'un sur l'autre, ils ont pas arrêté de faire des imitations, des blagues, des gags. Limite, je me suis dit bah pourquoi pas, c'est leur truc, c'est ça, bon, ça les fait rire, etc. Bah, j'ai trouvé que quand même, j'ai bon espoir pour Jeff Hardy aussi. Hein, et voilà. La semaine dernière, il y avait qui avait sauté au plafond en disant ah là, vous voyez la différence de traitement entre Matt Hardy qui fait le main event d'un côté et Jeff Hardy qui est traité comme un junkie. Mais non, là, on nous écrit une histoire, il va overcome tout ça, je sens un truc gros et fort là qui va arriver pour Jeff Hardy, donc je suis assez motivé là-dessus. Et Vance et Sonya Deville, ouais, je me suis dit qu'il y a un peu d'espoir pour ces femmes-là. Non, il y a des trucs qui m'ont plu, mais quand même, c'était pas ouf. Alors moi, je vais quand même donner mon top plutôt au match Edge Styles contre Drew Gulak, et j'aime beaucoup, depuis le début, j'aime beaucoup l'alliance Drew Gulak contre Bryan, donc il y a un truc qui se passe, que j'aime bien. Alors, après le flop, le flop, j'ai un peu envie d'être un peu comme vous quand même. À qui je vais mettre mon flop? Je vais mettre le flop à Otis contre Corbin. Oui, pas que à Otis, le pauvre. Parce que je pense que Corbin mérite largement le sien aussi. Mais le Corbin, comme ça, les trois, ils auront chacun leur flop. Voilà, flop à Mandy, Baron. Otis et Corbin. Ouais, exactement. un joli trios pour une review en trios. Exactement, flop à Baron. Alors tiens, d'ailleurs, je me suis posé une question en fait, parce que Sheamus a été King of the Ring. Oui. Barrett a été King of the Ring, mais en fait, au bout d'un moment, les mecs ils sont King of the Ring, et puis après, au bout d'un moment, ils arrêtent quand même la gimmick du King. Ils arrêtent de venir avec une. Et alors, combien de temps ça met en général? Est-ce que Corbin, là, ça fait pas plus d'un an qu'il est King? C'était quand ce tournoi déjà? Est-ce qu'il serait pas temps qu'il arrête d'être roi là? Oui, mais pour être quoi à la place? C'est ça le problème. Mais Baron? Ah oui. Ou Marquis, ça se dit Ou en Comte? Comte Corbin, ouais. Marquis Corbin. Moi, je dis souvent ce Comte Corbin, donc je pense que c'est bon. Ah oui, t'as raison, ça fait une homonymie, c'est tout à fait ça. Bien joué. Et ouais, bon, allez, pour être un peu moins sévère que vous, je vais mettre 2, mais vraiment, oui, bon, bah voilà, c'est moins que la moyenne, mais il y a des petits trucs, et je suis sûr que Tonton Chris aurait été beaucoup plus sévère avec les segments potages si c'était Charlie Caruso qui avait pris du blob sur la tronche, la pauvre. Mais Kayla Braxton, on sait pas, on est moins attaché. C'est moins choquant. Corbin, il est King of the Ring depuis août 2019. Ah, il a pas encore fait un an alors. Il a pas encore fait un an. Mais tiens, ça serait intéressant. Non, ça n'a pas trop d'intérêt, mais de voir combien de temps les mecs tiennent avec leur gimmick King là, King. Bah oui, je sais pas. Parce qu'il me semble que King Booker avait duré longtemps de mémoire. King Booker a duré longtemps, ouais. C'est vrai. Oui, peut-être que c'est. Owen Hart aussi. Owen Hart avait eu un long règne de King of the Ring aussi. Peut-être qu'ils attendent le prochain. Je sais pas. Peut-être qu'on aura un nouveau tournoi King of the Ring cet été. Bah ça serait un truc. Ça pourrait être un truc à faire là, puisqu'on est en non public et tout, et qu'on sait pas trop comment occuper tout ça. Ça a été un pay-per-view pendant longtemps à la WWE, le King of the Ring, d'où le célèbre avec le Hell in a Cell match entre l'Undertaker et Mick Foley. Donc c'est. Par contre, je sais pas si tu as déjà eu des King of the Ring tournament avec un mec qui est déjà King of the Ring, tu vois. Est-ce qu'à chaque fois ils attendent pas que le mec ait perdu son rôle ou un tenant? Ah ouais, un tenant, ouais, je sais pas, ouais. Ah, c'est une bonne question, je suis pas sûr. Ouais, il y en a eu des célèbres, les King of the Ring, de toute façon. Voilà, celui de 96 avec Austin et Jake the Snake Roberts, voilà, avec le fameux 316, le Raphaël, yeah. Et voilà, donc moi c'est un titre que j'aime bien, qui donne des personnages, ça va bien. Et moi, je pense que ça a relancé la carrière de Baron Corbin, ça. Mais que là, effectivement, on est au bout du bout avec lui de toute façon. Je pense que c'est quand même l'avis des suiveurs en général, quoi. Quand même, Baron Corbin, à quelques exceptions près, on peut pas dire qu'il entertain beaucoup la planète catch que nous représentons. Non, je ne crois qu'une idée pour lui. Hein. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, fan de catch, King of the Ring, ça a mis très longtemps à revenir, et j'ai un peu l'impression c'est ça qui manque en fait, c'est que ça soit un rendez-vous, quoi, et qu'on se dise allez, tu sais, dans 6 mois,
ils en feraient un, je sais pas, ça pourrait très bien être voilà, comme une compétition comme un Euro de foot ou autre, je sais pas, tous les 4 ans ou tous les 2 ans ou autre, mais là, c'était sorti un peu de nulle part et ça avait servi vaguement à Sheamus, mais alors King Sheamus, ça n'a pas duré longtemps pour le coup comme gimmick. Ah, puis il y avait un costume dégueulasse. De Voilà, après mémoire. il y a eu King Barrett, ça c'était le fond du trou, puisqu'il ça, faisait. ah ouais, bah moi, justement, j'avais pas trouvé, moi, tu vois. J'aimais bien King Barrett, moi. Ah ouais, quand il faisait contre R-Truth qui avait un faux costume de roi et qui est une espèce de sceptre avec une bouteille en plastique. Ah, mais ils l'ont mis dans des segments pourris, hein, ça, Oui. je dis pas le contraire, hein, mais moi, j'aimais bien King Barrett. Ah, King Barrett était mieux que King Sheamus pour moi. King Sheamus. Ah bah clairement, alors là, ouais. Et je pense que pour le coup, je pense que c'est un des plus courts en Raw, Ah oui. parce qu'à mon avis, il a vite dégagé ça. Hein. Ouais, mais je pense qu'il s'est blessé assez vite en fait après. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. Mais enfin, moi j'aimais bien Wade Barrett, mais bref. J'ai un peu le problème, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il crée ça pour relancer des mecs. D'ailleurs, les 3 derniers, c'était des heels, du coup, peut-être que. On verra. Bon, c'est voilà, une petite idée de King of the Ring Tournament, ça pourrait être un truc. Mais nous n'en avons pas fini, les amis, car nous avons droit au point G. Et ta note, Raphaël, j'ai pas percuté ta note. 2, je crois, j'ai dit. 2, j'ai dit. 2, t'as dit 2, ouais, j'ai dit. Ah ouais. Il prend cher hein, quand même, hein, le SmackDown cette semaine, hein, mais c'est mérité. Hein, ah, il était pas bon. Écoutez plutôt notre review qu'allez voir le show, vous vous épargnerez. Tout à fait. Surtout que voilà, on va répondre aux questions de notre plus grand fan, Gilbert, le point G, le point J. Alors, nous avons 3 questions aujourd'hui. La première de l'ami Gilbert nous pense que un retour des general managers serait bénéfique vu que les superstars se bookent eux-mêmes. Voilà, il cite Page qui était bien comme GM. Bon, il aimait pas Daniel Bryan comme GM qui faisait des stipulations pourries. Mais voilà, est-ce que vous pensez que il nous répond en fait finalement du débat qu'on a eu avec Patty lundi à Raw. Voilà, où effectivement il nous avait posé une question dans le. Il nous avait posé une question, voilà, ouais, à propos du Raw Talk, quoi. Et où il nous demandait est-ce qu'on peut espérer un retour des general managers. Voilà, et donc on lui avait répondu et donc lui il nous fait sa réponse. Donc merci Gilbert, nous prenons note. Voilà, my bad. Alors, c'était pas une question, j'ai pas eu le temps de suivre ce passage-là. Donc là, il n'y a que 2 questions. Voilà, la première, c'était est-ce que, au vu de, alors c'est des questions avant visionnage, hein, je pense. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, toujours avec Gilbert. Il nous dit voilà, avec ce qui s'est passé avec Shorty G contre Cesaro et Nakamura, est-ce que Gable pourrait rejoindre une stable Bryan et Gulak contre les artistes collective, ouais. Bon, c'est pas ce qui s'est passé là. Hein. Gable, il n'est pas proche de Bryan et Gulak, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est pas des personnalités un peu similaires là, effectivement, ces 3-là? Moi, pour le coup, je le sentais plus. Et ce que j'avais répondu à Gilbert, c'est que je le voyais plus rejoindre Matt Riddle en fait. Vu qu'il vient d'arriver, qu'il a un statut un peu pareil, technicien, du coup par rapport à son passé. Et comme justement il était tout seul face à n'importe quoi, Cesaro et Nakamura, je me disais bah voilà, il est tout seul, il est tout petit face à 2 mecs en face, ça serait bien qu'il ait un grand technicien avec lui quoi. Donc je trouvais que pour le coup, je la voyais plus celle-là d'association. Bon bah c'est les New Day, donc ça va peut-être changer la semaine prochaine, hein, qui sait. Ouais, Matt Riddle n'est pas encore là. D'ailleurs, on peut parier, peut-être que ça sera lui l'élément un peu surprise. Je le sens bien démarrer à Backlash, venir toiser quelqu'un, je ne sais pas. Ouais, Matt Riddle, il a eu droit à son package vidéo dans ce SmackDown là, voilà, et Matt Riddle, il veut bosser solo, hein, clairement, hein, il l'a annoncé là. Hein, là, il a pas, voilà, Shorty G, on peut l'oublier de l'équation avec Matt Riddle. Ah, il veut être en solo, d'accord. Ouais, il a déjà d'ores et déjà annoncé la couleur. Ça sera contre Ziggler alors. Et voilà, ça va envoyer en individuel. Bah, en même temps, on le comprend. Sa dernière tag team. Ouais. Après, moi, je crois que j'ai répondu lundi à Gilbert. Je vais juste me répéter, je crois alors. Du coup, c'est que moi, je veux pas voir Shorty G rejoindre Bryan Gulak parce que s'il devait y avoir un 3e compère qui devait s'adjoindre à Bryan Gulak, je voudrais que ça soit un powerhouse. Je voudrais qu'il y ait des gros balèzes parce que Bryan, il a toujours des super interactions avec les gros balèzes. Et donc, moi, je serais OK. Bryan Gulak, ils mettent un 3e mec là, mais ils nous mettent un bon Mastar, un bon Colosse. Moi, j'aimerais. Bojo, quoi. Donc, voilà, pas Shorty G, quoi, dans tous les cas de figure. Hein. Et Shorty G, bah, effectivement, là, c'est les New Day qui le récupèrent et qui fait un peu office de Xavier Woods, quoi. Et on en est là, voilà. Après, moi, j'espère juste, voilà, pour finir là-dessus, sur la montée quand même en puissance de la paire Cesaro-Nakamura dans la Tag Team Division et voir un peu ce qu'ils vont faire, s'ils vont aller tatiller, tout tailler, titailler, je sais plus. Titiller. Voilà, c'est dur cette fin de review. Titiller, voilà. Ça m'intéresserait bien, ça.
Ouais, donc on a compris pour tonton Chris avec Brian et Goula qu'il faut Roman Reigns, tiens, par exemple, hein, c'est ça. Hein. Non, Oh, Mojo bon, Rawley. Qui allons-y, ça? soyons fous, pourquoi pas. Tant papy avait une autre opinion? Moi, je propose un truc qui serait magnifique, et je pense que ça vous plairait tous. Tu fais Brian, Gulak, Mojo Rawley. Ah ouais. Qui fasse Là, tu kiffes, là, non? Qui fasse un face turn, Oh qui là trahisse. là Ah là. ouais. Ah, la gueule de Brian et Gulak dans la Gorilla Position quand ils ont réalisé qu'on leur a collé Mojo Rawley en 3ème. Oh, j'ose même pas. Après, dans le vestiaire, là, il y a pétage de câble, je pense. Ils sortent plus, je crois. Hein. Ah ouais, non, mais là, ils se chopent le Covid et ils se mettent en 14e direct, quoi. Ouais, je pense que Goulak il dit finalement je préfère qu'on rebaisse mes prétentions salariales. Allez, l'autre question de Gilbert, c'était ah tiens, alors il nous dit que Lacey Evans semble ruiné en ce moment à cause du désintérêt de Vince. Croyez-vous à cette rumeur? Je ne connaissais pas cette rumeur. Moi non plus. Lacey Moi non Evans, plus. voilà, mais merci Gigi pour cette rumeur. Alors, il veut dire que Lacey Evans serait mal vu en coulisses et que, Mais a priori. Et que Vince en aurait rien à foutre pour parler. Poliment. Enfin, ça a l'air d'être ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chris. Pour le moment, là, en tout cas, le SmackDown de ce soir prouverait l'inverse. Mais on sait que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, mais elle a l'air plutôt bien. Bon, dans le catch, tout va si vite de toute façon. Donc écoute, je connaissais pas cette rumeur, donc je vais pas y répondre parce que là, je t'avoue que je ne saurais pas quoi dire. Elle était à l'écran vendredi soir à SmackDown sur la Fox face à Sonya Deville. Et elle a gagné. Et elle a gagné. Ouais, moi pareil. Pas plus d'infos sur la rumeur. Désolé Gigi. J'ai pas l'impression que sa carrière soit en frein. Après, ça tourne un peu en rond, mais alors si ça tourne un peu en rond pour elle, on peut en citer plein, hein, des filles qui ont l'impression d'avoir une carrière un peu, un peu freinée, de Tamina à Sasha Banks en passant par tout ce que tu veux. Donc, pas pour le moment plus de preuves de cette rumeur sous nos yeux. Mais peut-être que le hacker nous révélera ça bientôt. Voilà, Il se remet à bosser. Voilà, s'il se remet à bosser, oui, ça c'est encore le grand mystère. À moins que Matt Riddle soit le hacker ou je ne sais pas. Mais bon, ils ont l'air de beaucoup capitaliser sur Matt Riddle. Là. Ouais. Il le build comme un vrai héros, un vrai champion, une vraie superstar. Gros background de MMA malgré tout et donc bien connu de manière mainstream. Donc c'est quand même une belle opération pour SmackDown de choper Matt Riddle. Ouais, moi j'y crois, je crois assez à son potentiel et puis j'ai bien envie de le voir, ça va peut-être nous sauver un peu nos... Est-ce que Vince va accepter qu'il continue à catcher pieds nus? Ça, c'est une autre affaire. Je sais, c'est même pour lui, c'est pas forcément le Parce que plus Rousseff safe. aussi a fait ça au début, je crois. Ouais, il finit par mettre des bottes. Ouais. À chaque fois, maintenant, il n'y en a plus aucun quasiment. Même les Samoans n'ont plus le droit à ça, quoi. Alors que chez les Samoans, c'était une tradition de catcher pieds nus, quoi. On verra, peut-être surprise la semaine prochaine, qui sait, on verra d'où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut mettre Matt Riddle dans tout ça. Il y a plein d'endroits où on peut le mettre sans trop de problèmes, sans qu'il dévalorise le produit, mais on verra bien. Ça sera la surprise, ça sera le petit bonus peut-être. Écoute, franchement, entre un handicap match Strowman versus Mojo et Jomo et le Miz, j'aurais préféré avoir un Matt Riddle en ce moment dans la course au titre, quoi. Tu vois, ça m'aurait largement plus intéressé. On aurait peut-être droit à un peu de catch pour le titre majeur. Je suis bien d'accord. Nous sommes arrivés au bout de ce SmackDown historique, encore une fois, le premier de la Papy Era. J'espère que ça vous a plu de nous écouter, au moins beaucoup plus que de visionner le show si vous l'avez visionné, parce que sinon, c'est qu'on fait moins bien notre boulot que la WWE, et ça c'est pas vrai, parce que nous on fait très bien notre boulot. On est là pour vous entertain, on est là pour vous divertir, voilà, on est là pour que à chaque fois que vous allumiez le petit bouton qui lance la review, vous soyez excités de savoir mais qui sera là cette semaine, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais à quel point sont-ils extraordinaires. Vous pouvez nous écouter sur podcast, donc il y a PodCloud, iTunes, Spotify. On a une version audio sur YouTube et donc ça fait 4 ans aujourd'hui. Happy birthday, joyeux anniversaire. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Voilà, exactement, muy bien, papy. Et nous, on vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, plein de catch. On se prépare, on avance doucement sur Backlash. On parle des bastons du mercredi avec tonton Chris, avec l'ami Amiral. Pour SmackDown, voilà, papier dans la bande, Ringside peut nous sauver la mise de temps en temps. On finira bien par réavoir jusqu'à les IRM, il faut juste attendre que les gosses soient couchés.
On remercie d'ailleurs ceux parmi eux qui sont dans la technique, parce que ne croyez pas qu'ils ont disparu, hein. L'ami Amiral ou Giscal ou Irem, ils nous font aussi un peu les enregistrements, les publications, tout ça. Merci aux petites mains de la technique, ceux qu'on ne cite Bravo. pas assez souvent. On les applaudit à 20h, on pense à eux. Et voilà. Et là-dessus, je remercie Papy et Tonton Chris d'avoir été avec moi pour cette analyse. Merci les vieux d'accepter le petit jeune. C'est un beau passage de génération. Merci Merci, à mon toi, petit le gars. Raphaël. C'est très bien. C'est bien urbain de ta part. Fort aimable, ça fait plaisir. Et bien voilà, allez, bonne journée à toutes et à tous. Bon WWE, bonne semaine pleine de catch. Et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Salut papy. Salut Raphaël. Salut papa de catcheur. Non mais vous vous rendez compte que là on vient faire une review de SmackDown aussi longue qu'un SmackDown, 1h25. C'est ce que j'allais me dire. Les mecs mettent des notes dégueulasses et font une review d'1h25. Ces gens C'était sont mieux. fous. Mais c'était mieux.